Bonjour à tous et bienvenue dans cette table ronde ici consacrée au risque Natech. Table ronde intitulée Territoire et risque Natech, comment relever le défi ensemble, enfin j'ai envie de dire comment relever les défis qui nous attendent ensemble. Cette table ronde va durer 2 heures, de 14 h à 16 h. Le public va pouvoir prendre la parole. Alors l'idée c'est que vous preniez la parole à la fin de la table ronde, vers 15h30, mais aussi après chaque intervention des intervenantes pour poser des questions de clarification et pour commencer à échanger sur le sujet. Donc c'est une table ronde qui, je vous invite donc à garder précieusement vos questions à chaque intervention puisque vous aurez le temps de les poser. Un mot d'introduction sur ce sujet très vaste et important. Quand on parle de risque ou d'accident Natech ou d'événements, il est incontournable d'évoquer la catastrophe de Fukushima. Elle illustre parfaitement ses effets de cascade. Ici, un séisme, un tsunami, puis une catastrophe nucléaire. C'était il y a plus de 10 ans. Et aujourd'hui, ces phénomènes naturels extrêmes et peu prévisibles, bien que minoritaires, sont amenés à être à la fois plus fréquents et d'une intensité plus importante. C'est donc une des manifestations du dérèglement du climat. On va en parler plus précisément avec nos invités. Il est donc urgent de repenser nos approches dans la gestion des crises, dans l'adaptation, dans la prévention des risques. Comment se préparer à faire face à l'inconnu? On pourrait peut-être le formuler ainsi. Je demanderai à mes intervenants ce qu'elles en pensent. Comment se préparer aux potentiels futurs aléas naturels extrêmes? Pour répondre à ces questions, aujourd'hui, la sphère scientifique travaille sur le sujet. L'État se saisit de cette question et tous les acteurs, privés comme publics, se mettent en ordre de marche, même si le sujet reste assez émergent. On va en parler plus précisément avec des expertes. Autour de la table, Aurélie Baraher, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de mission au sein du BARPI, du Bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles. Vous analysez et diffusez des informations en matière d'accidents industriels et technologiques. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à cette présentation ? Oui, on s'occupe des accidents, mais également des incidents qui se produisent sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Merci beaucoup. Je précise que le BARPI est rattaché au ministère de la Transition écologique. Tout à fait. Karine Adam, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous travaillez pour l'INERIS, c'est l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Vous êtes coordinatrice des programmes associés à la thématique risque à l'échelle des sites industriels et des territoires, à la direction de la stratégie, de la politique scientifique et de la communication. Est-ce que c'est bon ? Complet. Oui, très complet. Vous êtes venu ici pour nous parler précisément du lancement du projet Risque Natech qui s'inscrit dans le cadre du PEPR France 2030 Risque. C'est un large programme, on aura le temps d'en parler un petit peu. Large programme national de recherche financé par l'État. Le projet Risque Natech que vous copilotez avec des scientifiques a été lancé en juillet. Donc c'est tout neuf, c'est une des premières présentations aujourd'hui publiques de ce projet. Tout à fait. C'est justement comme il s'inscrit dans un très grand programme, c'est relativement long à mettre en place, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je précise pour ceux qui ne connaissent pas PEPR, c'est les programmes d'équipement prioritaire de recherche, financés par France 2030. Donc avec des enjeux stratégiques au niveau national notamment. Très important. Des gros enjeux. Merci beaucoup. Et notre troisième invité est Muriel Pignon. Bonjour. Bonjour. Désolée, je vous ai pris votre micro. On va se partager le micro. Vous êtes directrice de la transition énergétique et des plateformes industrielles au sein de l'UFIP Énergie et Mobilité. C'est l'Union française des industries pétrolières. Vous avez donc développé une expertise sur l'adaptement au changement climatique. Par ailleurs, vous êtes ingénieur en génie chimique. Vous avez travaillé chez Total pendant près de 20 ans. 30 ans, sur des fonctions opérationnelles en raffinerie. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est tout bon pour moi. Merci beaucoup. Et notre quatrième intervenante est Sophie Leclève. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez au sein de la centrale nucléaire de Paluel en Seine-Maritime, site exploité par EDF. C'est ça, oui. Vous êtes chef de mission environnement et prévention des risques. Tout à fait. Et vous occupez des fonctions sur ce site depuis 20 ans. C'est ça, oui. Merci. Et notre dernière invitée, Cassandre Rétibaud est chercheuse. Bonjour. Bonjour. Vous êtes postdoctorante au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po Paris. Vous avez soutenu une thèse en 2022 en géographie des risques sur l'intégration des politiques de prévention des risques et de gestion de crise dans les espaces urbains français. Vous avez notamment étudié le cas du Havre. Tout à fait. Et vous étudiez aujourd'hui l'adaptation des villes portuaires au risque du changement climatique. Merci d'être avec nous. Merci à vous.
On va commencer cette table ronde avec vous, Aurélie Baraher. Je le rappelle, chargée de mission au sein du Bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles. Pour commencer, qu'est-ce que l'on met aujourd'hui derrière le terme risque NATEC ? Alors, un événement NATEC se définit comme un événement industriel qui est engendré par un événement naturel. Donc en France, il s'agit principalement des risques liés à l'inondation, aux fortes pluies, aux fortes chaleurs ou à la foudre par exemple, qui vont générer un événement sur une installation classée pour la protection de l'environnement, qu'elle soit de type industriel ou agricole. Et donc dans la suite de mon discours, quand je parlais d'installation industrielle, ça englobe l'ensemble des ICPE. Donc les tempêtes qui ont impacté la France en novembre 2023, l'an dernier, en sont un bon exemple. Parce qu'au-delà des dégâts importants qu'on a pu constater sur la société civile et même dramatiques, puisqu'on a recensé des morts, on a eu des impacts sur des installations industrielles. Et dans la base de données ARIA, qui est gérée par le BAPI et qui enregistre les accidents et les incidents relatifs aux ICPE, on a noté 27 événements qui sont produits sur des installations classées soumises à autorisation, dont la moitié étaient des installations relevant de la directive Seveso. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'on entend derrière NATEC et si c'est quand on regarde les chiffres par exemple de la BARPI, on voit que ces événements ne représentent qu'une faible part des événements industriels quand on le prend au niveau global. Oui, alors on a fait une petite extraction et donc entre 2010 et 2023, ces événements représentent 7% des événements qui sont enregistrés dans la base de données. Et donc on va vous projeter un graphe qui a également été distribué en salle pour ceux qui sont là, que vous pouvez consulter. Et donc on voit qu'on avait moins d'événements puisqu'on est parti d'une quarantaine en 2010 et à fin 2023, donc on est à plus de 130 événements. Donc en 2010, ça représentait qu'environ 2% des événements dans la base de données ARIA. En 2023, on arrive à 9%, ce qui fait la moyenne de 7% dont je vous ai parlé. Et donc ces événements, c'est l'ensemble des événements qui ont été causés par une agression naturelle ou aggravés par une agression naturelle. Alors je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on a une cheminée dans une installation classée qui tombe, elle peut tomber juste parce qu'il y avait un fort vent, mais peut-être que la cheminée était également corrodée. Donc en fait, la cause de la chute de la cheminée est l'agression naturelle, le fort vent, mais également une défaillance sur la cheminée, la corrosion. En cas d'incendie, notamment l'été, le fort vent, à ce moment-là, peut aggraver la gestion de l'incendie et notamment la maîtrise du sinistre. Et donc ça, on enregistre également ces événements-là parce que pour nous, ça fait également partie du NATEC. Donc on voit sur ce graphe qu'on a une augmentation de l'accidentologie entre 2010 et 2023. Et donc, au-delà des biais de récupération des événements qui peut faire qu'on a un peu plus d'événements récupérés une année par rapport à une autre, on a noté qu'on pouvait faire un lien entre l'accidentologie et les conditions météorologiques qui étaient observées. Donc, je vais vous expliquer ça en détail par rapport au graphe. Donc, si on regarde par rapport à l'année 2018, où on voit qu'on a une nette augmentation du nombre d'événements par rapport à l'année précédente, on voit que cette augmentation est liée par les fortes pluies et les inondations. Et donc en 2018, on a eu de forts épisodes pluvieux en janvier, avec 5 tempêtes remarquables dans le nord de la France, et également des épisodes méditerranéens dans le sud à l'automne, qui sont donc à l'origine des événements. En 2019, on voit qu'on a une baisse des événements liés aux pluies et inondations. Et 2019, c'était une année avec une faible pluviométrie et avec une absence de forts épisodes pluvieux. Donc on voit un lien entre le nombre d'événements répercutés et les conditions météorologiques. 2019 était une année classée chaude. Donc aujourd'hui, c'est l'année au 6e rang des années les plus chaudes. Mais il y avait beaucoup de périodes de canicule, donc de jours de forte chaleur en période estivale. Et on voit qu'en 2019, on a un pic sur le nombre d'événements recensés liés aux fortes chaleurs. Donc là encore, on fait un lien avec les conditions météorologiques et le nombre d'événements. En 2020, c'est la 3e année la plus chaude, mais par année la plus chaude, ça veut dire année où on a une température douce la plupart des mois de l'année, c'est-à-dire un peu plus chaud que ce que l'on observe habituellement. Mais en 2020, on n'a pas eu de grosses périodes de canicule avec des jours en vigilance forte chaleur. Et là, on voit qu'on a on a moins d'événements liés aux fortes chaleurs qu'à l'année 2019. Donc on voit que pour les fortes chaleurs, ce qui est impactant, c'est vraiment les périodes de canicule, les périodes de vagues de chaleur, avec les journées de vigilance indiquées par exemple par Météo France. Ce qu'on peut constater pour 2021,
c'est qu'on a 9 événements sur le froid et le verglas, dont 8 qui sont produits entre mi-janvier et mi-février. Et en 2021, entre mi-janvier et mi-février, on a eu des records de froid qui ont été battus en France métropolitaine. Donc là, on voit encore un lien entre le nombre d'événements observés et les conditions météorologiques. En 2022, c'est à ce jour l'année la plus chaude constatée, avec le deuxième été le plus chaud. Le premier été étant celui de 2003, mais il est hors du périmètre de notre étude. Et en 2022, on a eu 33 jours de vagues de chaleur intense. Et ça a été également la deuxième plus longue période de sécheresse en France métropolitaine. Là encore, ça se traduit dans les chiffres, puisqu'on voit une augmentation du nombre d'événements liés aux fortes chaleurs. On voit également une augmentation du nombre d'événements liés au vent dans le graphe, mais la moitié de ces événements est également en lien avec les fortes chaleurs. C'est pour ça que vous voyez le total des événements est inférieur en fait aux barres, parce que certains événements sont liés à deux phénomènes, notamment forte chaleur et vent. Enfin, en 2023, c'est la deuxième année la plus chaude, mais les vagues de chaleur ont été moins importantes en durée et en ampleur géographique que l'année 2022. Et ça se reflète également dans l'accidentologie, puisqu'on a moins d'événements recensés. 2023, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été les tempêtes de novembre en France qui ont impacté en raison du vent, mais également des pluies et inondations. Et on le retrouve également dans les chiffres, puisqu'on a une augmentation des événements liés aux pluies et inondations et des événements liés au vent. Chaque année, on a l'impression que les dynamiques sont différentes. Alors, chaque année, les dynamiques sont différentes, mais sont quand même liées aux conditions météorologiques. Donc, on voit qu'il y a un lien. La météo impacte vraiment sur les événements que nous recensons. Quels sont les principaux enseignements de l'étude que vous avez menée, notamment de ces événements, des événements qui ont déjà eu lieu? Quels sont les enseignements aussi qui sont intéressants pour les exploitants? Alors, ce qu'on peut voir sur cette période d'études, donc 2010-2023, c'est que c'est finalement les fortes chaleurs qui sont le premier risque en termes d'événements, puisqu'il y a de l'ordre de 450 événements qui se sont produits en France. Et en cas d'incendie, le phénomène majoritaire qui est rencontré, contre forte chaleur, c'est l'incendie. Et donc, quand on a des incendies, donc, ils se produisent, vous l'avez compris, souvent en période estivale, puisqu'on est en période de forte chaleur. Et il va falloir d'importants moyens en eau pour arriver à maîtriser l'incendie. Et ce qui va être important, c'est le confinement des eaux d'extinction. Il est d'autant plus important qu'on peut être en période de sécheresse avec des cours d'eau à l'étiage. Et donc, le rejet de ces eaux d'extinction potentiellement polluantes dans des cours d'eau à l'étiage peut aggraver les conséquences pour l'environnement. Comme je vous l'ai déjà dit, le vent est également un facteur aggravant. Ce qu'on a noté, c'est que ces événements se produisent pour plus de la moitié sur les installations de traitement de déchets, mais également les parcs à déchets des installations de production. Donc c'est vraiment ces installations-là qui doivent avoir une très grande vigilance par rapport aux risques liés aux fortes chaleurs. Donc le deuxième risque important sur cette étude, c'est les inondations et les fortes pluies. Donc c'est 366 événements sur la période d'étude, donc vous voyez quand même moins que les fortes chaleurs. Dans ce cas-là, c'est le rejet de matières dangereuses ou polluantes qui est le phénomène majoritaire qui est observé. Et là, les difficultés qu'on rencontre principales sont les difficultés d'intervention des moyens de secours. Parfois, l'accès au site n'est pas possible parce que la route d'accès est également inondée. Donc ça complique l'intervention des secours. Il va falloir des capacités de pompage importantes qu'il va falloir mobiliser dans un temps restreint et sur une zone géographique. Et il faut savoir également que comme toute une zone géographique est touchée, nous avons également la population civile qui est touchée. Et les secours se tournent prioritairement pour les secours à la population civile avant l'aide aux industriels. Et enfin, je voulais vous signaler un point par rapport à la foudre, parce que si on regarde donc sur ce graphique et cette période d'études, on voit que l'accidentologie est relativement stable. On a environ une dizaine d'événements par an. Et pourtant, l'année 2018 a particulièrement été foudroyée. C'était la plus foudroyée depuis les 30 dernières années. Et ça ne s'en ressent pas du tout dans l'accidentologie. Donc, au vu de ces éléments, il semblerait qu'aujourd'hui, le risque naturel qui est le mieux maîtrisé par les exploitants industriels est le risque lié à la foudre. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir pour ces risques NATEC, c'est que contrairement à d'autres risques industriels, la réflexion ne doit pas se faire au niveau du secteur d'activité ou du process, mais vraiment au niveau du lieu d'implantation de l'installation. Et il va falloir que l'exploitant se penche sur les agressions naturelles qui peuvent toucher son site à lui, là où il est implanté.
Ce sont des éléments qu'on peut retrouver sur le site, j'imagine, du BARPI. Tout à fait. Voilà, Sur le site du ça. BARPI, il y a différentes publications qui sont relatives au NATEC, qui peuvent être téléchargées par tout un chacun gratuitement. Est-ce que vous avez des questions de clarification, des réactions? On va faire circuler un micro. Pensez à bien mettre le micro près sur le menton. Bonjour, Gaëlle du Saint-Franchimie, j'avais une question. Oui. Parce qu'on parle d'adaptation au changement climatique. Et en fait, pourquoi sur ce graphe, on parle de séisme en fait? Alors, sur ce graphe, en fait, il a été fait pour les risques NATEC dans leur globalité. Et donc, on a mis l'ensemble des risques NATEC qui pouvaient toucher des installations industrielles françaises. Parce que l'introduction, c'était vis-à-vis de Fukushima, et où on allait avoir de plus en plus de Fukushima, enfin, avec le changement climatique. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu perdue. Non, c'était pas forcément... Excusez-moi, je clarifie le propos. Non, c'est de dire que des événements, des accidents et des événements pourront peut-être avoir lieu de manière plus fréquente parce que les aléas climatiques et les aléas naturels, mais ça peut aller d'un tout petit événement à un gros événement. Mais donc il s'agit pas c'est pas une conférence sur Fukushima effectivement. Oui, alors oui, mais c'est le cas parce que je pense que quand vous parlez de séisme, vous parlez aussi du dérèglement climatique. Non, là, c'est pas sur le dérèglement climatique. C'est les événements qui peuvent être liés à des séismes. Donc, on a regroupé, vous voyez, feux de forêt, parce qu'on n'en a pas beaucoup à ce jour. En fait, ça a été très marqué pour l'année 2022, mais aussi en lien avec les vagues de chaleur intense et la longue période de sécheresse, comme je vous l'ai dit. Mais c'était juste pour que vous ayez un panorama global de l'ensemble des risques naturels et des agressions qui pouvaient impacter les installations industrielles. Pascal Mallet de la communauté urbaine de la Seine Métropole en charge des risques majeurs. Je rebondis par rapport à ce que vous disiez. Les séismes et le changement climatique, on ne voit forcément pas le lien. Pour autant, le niveau de la mer évoluant à la hausse et s'accélérant, des petits séismes, enfin des petits tsunamis qui aujourd'hui sont indolores vont devenir malheureusement douloureux. Ça vaut aussi pour les tempêtes submersion marine. Une tempête moyenne d'aujourd'hui, avec l'élévation du niveau de la mer, deviendra pour nous, sur nos territoires, des sujets pour le coup brûlants, si je peux me permettre l'expression. C'était juste une réflexion sur vous disiez la variabilité du nombre d'impacts de foudre. Ce que je me posais comme question, est-ce que c'est juste en lien avec le fait que quand vous avez... les industriels se sont quand même protégés de la foudre en tant que telle, et dit autrement que la foudre tombe 30 fois ou 2 fois dans l'année, de toute façon, dès qu'elle tombe, elle est à un niveau d'aléa, un niveau d'intensité tellement important par la puissance tout simplement du phénomène, que de toute façon, il faut s'en protéger dès qu'elle arrive, alors que sur les autres phénomènes, probablement qu'on n'a pas forcément le même niveau d'impact dès le départ. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'était juste pour vous spécifier que quand on parle de risque NATEC, on parle de plusieurs agressions naturelles qui sont totalement différentes. On ne peut pas comparer l'agression par les fortes chaleurs, par les pluies inondations ou par la foudre. Et le graphe représente qu'aujourd'hui, la foudre sont quand même relativement très bien maîtrisées par les exploitants industriels. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je le précise, est-ce que vous pouvez vous présenter avant de prendre la parole? Merci. Bonjour, Johnny Douvinet, je suis professeur en géographie à l'Université d'Avignon. J'avais 2 petites questions, c'est très intéressant. C'est sur l'Hexagone et Outre-mer ou c'est que sur l'Hexagone? C'est sur l'ensemble de la France, donc Hexagone et Outre-mer. Donc c'est vrai qu'il y a... Bon, il faudrait peut-être voir la différence, enfin, ça serait intéressant peut-être de voir les différences. La selon plupart les des événements sont sur l'Hexagone. C'est important à préciser, merci. Et j'ai une question sur les événements sur les installations industrielles. Comment vous sélectionnez les événements que vous retenez ici? Alors, nous avons pris l'ensemble des événements que nous avons reçus au BARPI. Donc, au BARPI, nous recevons les événements qui sont transmis par l'inspection des installations classées. Nous avons également une veille sur l'application Synergie 2 des pompiers pour notamment les sites à déclaration où l'exploitant n'a pas connaissance forcément de ses obligations réglementaires et ne communique pas à l'administration qu'il s'est produit un accident ou un incident sur son site, puisque je rappelle, c'est une obligation qui découle du Code de l'environnement et donc il doit le faire sans que l'inspection des installations classées lui demande. Et on fait également une veille sur la presse pour avoir certains petits événements en fait sont mentionnés dans la presse locale et pas au niveau national. Nous avons une bonne remontée au niveau des accidents, c'est-à-dire les événements les plus impactants. Par contre, il est vrai que nous n'avons pas l'ensemble des incidents qui se produisent. Donc ce graphe-là n'est pas un graphe statistique, mais vraiment un graphe avec des tendances de l'accidentologie.
En tout état de cause, la remontée des informations est la même d'une année sur l'autre. On va prendre une dernière question. Il y aura un autre temps de questions-réponses plus tard. Bonjour, Nathalie Chavanis, responsable des risques à la ville de Grenoble. Je voulais savoir s'il y a une réglementation spécifique du coup pour que plus d'études de vulnérabilité soient réalisées ou si c'est sur la base du volontariat pour les sites ou si c'est lors des visites, il y a des préconisations au cas par cas ou après un événement. D'accord. Alors, mon bureau au sein de la DGPR ne s'occupe pas de la réglementation. Toutefois, je peux vous faire une réponse de portée générale et pas spécifique. Aujourd'hui, dans les études de danger, qui sont obligatoires pour tous les sites soumis à autorisation, on doit avoir une étude des dangers qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur du site. Et par extérieur, on entend agression naturelle. Donc aujourd'hui, c'est une obligation réglementaire pour tous les sites déjà soumis à autorisation. Ensuite, au niveau du BARPI, donc, nous capitalisons donc, les événements. Nous essayons d'en tirer le retour d'expérience et nous produisons donc des publications, des flashs, des synthèses pour ceux qui connaissent notre site qui sont disponibles gratuitement sur le site et à diffusion de l'ensemble des industriels, des bureaux d'études et des associations également de protection de l'environnement sur le sujet. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Vous voulez compléter ? Bonjour, Aurélien Gay, sous-directeur des risques accidentels à la DGPR. Du coup, pour compléter ce que vient de dire Aurélie, 2 points. Nous, on est en attente. On avait saisi nos inspections générales de ce sujet pour qu'elles nous fassent aussi des préconisations pour qu'on voit comment on peut intégrer plus cela dans la réglementation. Donc, on est au-delà de ce qui est déjà prévu. Donc, là, on est en attente de leurs recommandations. Et par ailleurs, dans les travaux sur le plan national d'adaptation au changement climatique, il y a aussi des réflexions sur comment mieux prendre en compte la trajectoire d'adaptation au changement climatique dans les futures études de danger. Voilà. Merci pour ces précisions. Je me tourne à présent vers Karine Adam. Bonjour à nouveau. Je le rappelle, donc, vous copilotez le projet Risque Natech avec l'INERIS et l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ce projet qui vient de se lancer va durer pendant 6 ans. Tout à fait. Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire qui travaille sur ce projet ? C'est une collaboration qui est pluridisciplinaire. Oui, c'est une collaboration pluridisciplinaire. Donc, dans les disciplines, vous voulez des noms de partenaires ou les disciplines qui sont les plutôt... disciplines. Les disciplines. Alors, en fait, on couvre différentes disciplines. Ça va aller des sciences de l'ingénieur, des sciences de l'environnement, des sciences humaines et sociales en général, tout ce qui est géographie, sciences du climat, bien sûr, mais également sociologie, psychologie. On va observer un certain nombre de comportements déjà également. Donc l'idée, c'est de faire dialoguer toutes ces disciplines. Quel est l'objectif de ce projet ? Comprendre comment évaluer les risques Natech en France ? Alors, en fait, ce projet, il a émergé justement autour des questionnements sur l'évolution des événements climatiques. Et est-ce qu'aujourd'hui, les analyses de risque pouvaient correctement prédire ou en tout cas aider à se préparer demain à ces événements. Donc on a vraiment posé la question en quel type de données, quel type de connaissances on devait produire pour pouvoir justement aider la société dans son ensemble à se préparer, à s'adapter, et également quelles étaient les conséquences redoutées en fait de ces événements. Donc voilà, donc le projet, il est... Finalement, on est autour de caractériser et analyser des crises complexes Natech, depuis l'aléa jusqu'aux conséquences sur le territoire. Donc, si je prends un exemple, donc un des cas qui nous intéresse, c'est justement la submersion marine associée aux crues inondations. Ce type de situation va impacter une vaste zone géographique, va impacter aussi directement ou indirectement différentes installations industrielles. Alors directement en créant des situations incidentelles ou accidentelles sur le site, ou en aggravant des situations en cours, mais du fait que les industries sont également interdépendantes entre elles,
et notamment au travers des besoins d'utilité. On a parlé déjà ce matin, entre l'eau, l'énergie. Voilà, il y a des situations qui risquent de se transférer et donc être transmises sur des installations plus éloignées. Donc ce qui donnerait une extension en fait de la zone d'impact des conséquences des événements NATEC. Pourrait se produire aussi en différé, c'est-à-dire que les conséquences d'une installation sur l'eau ne vont pas forcément se faire au même moment. Et en plus, on se pose aussi des questions en termes de phénomènes. Quels sont les phénomènes dangereux qui vont être comme conséquences? Est-ce qu'on va avoir des émissions toxiques? Est-ce qu'on va avoir des dérives d'équipements ou de débris? Est-ce qu'on va avoir des sources inflammables qui, au final, et c'est ça notre but, c'est au final vont poser des difficultés en termes d'intervention d'urgence? Est-ce que ça va modifier, en quoi ça peut modifier ou complexifier les interventions d'urgence? Donc voilà, les enjeux, c'est vraiment autour de caractériser et évaluer d'abord, ce que je pourrais dire, c'est qu'on est vraiment centré, pour repréciser ce projet, on est vraiment centré sur les risques technologiques, donc industriels et nucléaires, parce que c'est un copilotage avec l'IRSN, comme vous l'avez dit. Et face aux changements globaux, mais face aux augmentations de risques et de catastrophes. Donc on est déjà dans une logique d'intensification en fait, des situations. Donc on vise à évaluer, caractériser et évaluer des situations de crise complexe NATEC. Et on vise à fournir des éléments d'aide à la décision pour pouvoir s'adapter, se préparer, ou en tout cas réfléchir à d'éventuelles conséquences de ce type. Alors ce qui nous pose aussi des questions en termes de communication, puisque, comme on le dit depuis ce matin, en fait, on est dans des situations, on est dans des cadres très incertains par rapport aux données sur lesquelles ça reste de la prospective. Donc forcément, on est avec des données qu'on qualifierait, nous, d'imparfaites, d'incomplètes. Donc ce qui implique aussi, dans nos résultats d'évaluation, comment on communique ces résultats face à ce type d'incertitude. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on regroupe beaucoup de disciplines dans ce projet, pour essayer de mettre en commun, finalement, des méthodes, des approches, même si chacun a ses compétences et ses connaissances. Mais là, on se prépare à quelque chose qui nous dépasse aussi, et sur lesquels on a besoin de réfléchir tous ensemble. Et alors pour la première étape du projet, c'est ici de récolter les attentes, les besoins sur les territoires et sur 3 territoires pilotes, dont le territoire du Havre, la basse vallée de la Seine. Pourquoi ce territoire a été choisi, par exemple ? Alors il a été choisi d'abord parce qu'on est autour des risques NATEC, donc forcément centré sur les risques technologiques. Donc on cherche, et comme je disais, on cherche des situations de crise complexe. Donc finalement forcément des territoires qui sont industrialisés et urbanisés. Alors, il se trouve que le territoire de la basse vallée de la Seine est quand même, c'est une situation un peu spécifique aussi, avec le Havre qui est un des premiers ports industriels français. On a quand même une urbanisation relativement importante et puis un développement dynamique industriel également, qui engendre aussi d'ailleurs un mouvement de population. Donc voilà, ça reste un des territoires qui nous intéresse avec les... Donc les 2 autres territoires d'études sont l'estuaire de la Gironde et la vallée du Rhône. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les étapes de ce projet au long cours? Donc la première étape, récolter les besoins sur le terrain avec des territoires donnés. Et donc vous faites appel aux acteurs privés, publics, parapublics, pour travailler avec vous sur ces sujets. Alors oui, alors la première étape, les différentes étapes en fait, ça va être comme on travaille sur des territoires pilotes pour avoir des cas concrets et pour se confronter vraiment à la réalité. Donc la première étape sera forcément d'identifier, de caractériser un peu la spécificité de ces territoires. Parce qu'on va travailler sur 3 territoires différents, mais quelque part dans l'objectif, nous aussi, on va essayer de généraliser un certain nombre de choses. Donc il faut qu'on
on caractérise tous un peu de la même manière les territoires, qu'on identifie leurs spécificités. Et là, dans ce cadre-là, on a effectivement beaucoup besoin des acteurs sur le territoire, qui sont leur bassin de vie, leur bassin de travail, parce qu'ils ont beaucoup plus de finesse que nous dans l'évaluation de la spécificité. Et en tout cas d'être capable de nous faire aussi des retours sur le retour d'expérience qu'ils ont, sur des événements passés, les difficultés qu'ils ont rencontrées, et quelque part ce qui les inquiète, et derrière leurs attentes et leurs besoins aussi. La deuxième étape, ça sera de construire des scénarios NATEC. Donc au sein du projet, justement, ça fait partie d'un projet dans le projet. Hein. C'est déjà de définir qu'est-ce qu'on en attend de ces scénarios, jusqu'où on va, comment on les décrit. Voilà, donc toutes les méthodes de scénarisation. Mais ces scénarios, ils doivent être spécifiques, ils doivent être adaptés aux territoires, hein, sur lesquels on va travailler. Donc on aura forcément des scénarios à construire avec les acteurs du territoire, sachant que ils travaillent déjà sur un certain nombre de scénarios, notamment sur naturel, sur les enjeux naturels. Donc, voilà. Est-ce qu'on travaille sur les mêmes scénarios? Est-ce qu'on apporte donc un autre éclairage par rapport à ces scénarios, une autre manière d'approcher et de décrire ces scénarios, et notamment toutes leurs séquences, où on travaille encore sur des prospectives différentes. Après, la troisième étape, ça sera de développer, parce que le but, c'est quand même qu'on arrive à produire des données pour évaluer un peu les conséquences que peuvent avoir ces scénarios NATEC. Donc, on développe des outils, des méthodes de simulation, d'évaluation des risques, qui ont pour objectif de prendre justement cette notion d'effet cascade que je vous expliquais précédemment, donc de prendre en compte une emprise géographique beaucoup plus importante que celle que l'on prend aujourd'hui, et d'intégrer la temporalité des événements. Donc la cinétique de l'aléa, si tant est que toutes les données puissent nous être fournies, et la dynamique des séquences accidentelles, ce qui permettra aussi d'aider en cas de gestion de crise. Et la dernière, donc c'est sur les éléments d'aide à la décision. Là, c'est qui partiront aussi sur un cadre d'expérimentation pour observer comment les décisions sont prises en fonction des contextes, des acteurs, des délais dans lesquels sont prises ces décisions, des priorisations que peuvent faire certains acteurs pour ensuite être capables aussi de leur fournir des éléments en lien avec leurs besoins et leurs attentes spécifiques. Donc sur ce pan du projet qui va porter sur comment les décisions sont prises, notamment dans la gestion de crise, vous allez faire des expérimentations donc en laboratoire sur... c'est ce que vous m'expliquiez. Alors, on est en train d'y réfléchir. Parce que la question était, est-ce qu'on va faire des exercices en situation réelle? Bon, alors, bien sûr, on a l'occasion, quand on aura développé les outils, il faut quand même qu'on développe les outils, il ne faut pas oublier que c'est un projet quand même. Si on a l'occasion de travailler dans une situation réelle, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans un premier temps, on réfléchit à travailler dans des simulations en laboratoire pour voir quand on fournit... Parce que vraiment, une des questions pour nous aussi, c'est non seulement les données, les connaissances, on sait qu'on est dans un cadre incertain, mais on sait qu'on est dans un cadre évolutif. C'est-à-dire les connaissances vont évoluer très vite parce qu'il se passe beaucoup de choses en même temps. Donc un de nos objectifs, c'est aussi de justement surveiller toutes ces évolutions. D'ailleurs, c'est un point dont je n'ai pas parlé dans les enjeux de ce projet, mais qui est vraiment centré autour de ça, c'est de créer une communauté NATEC à l'échelle nationale, avec le but justement d'avoir un réseau national qui permet de surveiller les évolutions des connaissances et des méthodes et qui fait le lien avec des évolutions d'autres communautés à l'échelle européenne ou internationale. Et quelle forme, parce que ça se définit au fil de l'eau, quelle forme ça va prendre potentiellement cette dynamique NATEC que vous souhaitez lancer? Vous parlez de la communauté? De la communauté. Alors, elle va se centrer déjà sur les partenaires du projet. Et après, l'idée, c'est de toute façon, on va diffuser largement au fur et à mesure des évolutions dans ce projet, des questionnements que l'on a. On va forcément faire appel... déjà, au sein du programme global PEPA Risque RIMA, on a forcément des relations avec d'autres partenaires que ceux qui sont dans le projet.
Mais nous, de toute façon, l'idée, c'est d'aller voir aussi ce que font les autres. De quelle manière ils approchent ces problématiques. On n'est pas les seuls à se poser ces questions. Hein. Donc, Et quelle forme aussi va prendre votre travail avec les territoires? Comment est-ce que vous allez réussir à impliquer les acteurs des territoires ciblés par votre étude? Alors, comment les impliquer? J'espère que ça va les intéresser déjà. Parce que finalement, l'idée dans ce projet, c'est de produire des données qui soient pour les acteurs du territoire, en fait. Alors bien sûr, on est sur un projet, donc on ne sera peut-être pas en total appliqué d'ici 2 ans, ou voilà, parce que c'est un projet sur 6 ans. Mais de toute façon, c'est un travail justement sur la durée qui permet aussi de prendre le temps, entre guillemets. Hein. Aujourd'hui, le temps est relatif, mais en tout cas, sur la durée, de travailler ensemble. Parce que 6 ans, c'est beaucoup plus qu'un projet classique. Hein. Donc on a quand même un petit peu de temps pour collaborer, construire ensemble. Et sur l'ensemble de la chaîne. Donc depuis l'analyse des territoires jusqu'à l'évaluation en fait les résultats d'évaluation d'analyse de risque, comment ils les perçoivent, quel type d'informations il leur faudrait, comment il faudrait les encadrer. Voilà, donc ça se fait vraiment sur la durée. Donc ça pourrait être au travers de groupes de travail, sachant que spécifique au territoire, mais sachant aussi que nous, on a, dans le cadre de ce projet, des réunions et des séminaires qui sont prévus, auxquels les personnes peuvent participer, ce qui permet de prendre aussi un peu de recul par rapport à son propre territoire, puisqu'on va travailler sur d'autres territoires également, quoi. Merci beaucoup pour ces précisions, Karine Adam. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, on va vous apporter un micro dans un instant. Alors c'est pour l'enregistrement, en fait, on est en direct sur la plateforme. Donc on va parler dans le micro. Est-ce que vous pouvez à nouveau aussi vous présenter quand vous prenez la parole? Merci. Oui, François Janocaro, directeur de l'Institut des risques majeurs basé à Grenoble, zone sismique. J'imagine que dans vos réflexions, vous allez considérer tout ce qui gravite autour des installations classées pour la protection de l'environnement, et l'arrêté de 2010 qui a été repoussé quant aux analyses de robustesse que doivent faire les industriels pour intégrer la problématique sismique. Et en l'espèce, sur Grenoble, on a constaté sur des retours d'expérience que des réalités comme des effets de site n'avaient pas été considérés sur des mises en conformité de certaines installations, alors que ces effets de site, je ne rentre pas dans le détail, peuvent créer des valeurs d'accélération des mouvements et en cascade dépasser les valeurs forfaitaires des arrêtés historiques qu'on a pu avoir sur ces questions-là. Ça pose une problématique de fond. Et l'enjeu, c'est, au regard des connaissances locales, et notamment ceux qui sont produites par des labos de recherche, de devoir les considérer pour voir comment, en termes de méthode, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également en matière de gestion administrative du risque, de ces risques NATEC, c'est comment caractériser la gestion administrative macroscopique pour savoir où est-ce qu'on a un état d'exposition, pour ensuite mesurer l'intensité de l'exposition et placer les niveaux d'expertise là où ce sera nécessaire, parce qu'on a effectivement des expositions certaines et qui demanderont d'affecter les crédits, les moyens pour expertiser ces installations qui sont plus exposées. Donc il y a un travail de granulométrie, et plus on descend dans la granulométrie, plus ça va supposer des méthodes de travail pour concentrer l'effort d'expertise là où c'est nécessaire, parce qu'il y a des enjeux. Alors, donc déjà par rapport au séisme, sur la partie, effectivement, il y a beaucoup de développement, et notamment dans ce programme justement de recherche. Donc la vallée du Rhône, c'est aussi un territoire pilote qui est commun avec un autre projet de ce PEPR sur les risques montagnes. Et en fait, il y a des projections sur des séismes différents et des calculs d'ailleurs pour évaluer la vulnérabilité, on va dire, d'îlots, quoi. Pas seulement depuis le composant jusqu'au système dans son ensemble, quoi. Donc oui, ça fait partie des aspects qu'on va observer. Après, sur la deuxième question, enfin en tout cas, ça va faire partie des scénarios que l'on va dérouler. Je devrais le dire plutôt comme ça. Sur la deuxième partie de la question, je dirais que, alors, au niveau global,
on ne va pas forcément rentrer installation par installation. En fait, ce qu'on va faire dans ce projet, c'est d'aller jusqu'à une bonne connaissance des spécificités du territoire pour voir quels sont les enjeux, mais qui vont rester lien entre les installations, spécificité de risque des installations. De quelle manière on pourra généraliser pour aider à définir plus précisément où les efforts devraient être mis. Aujourd'hui, j'avoue que je ne peux pas répondre. Hein. C'est un petit peu trop tôt. Et je pense qu'à ce stade, c'est peut-être un peu trop précis. Enfin, voilà. Mais à voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Pascal Mallet, chef du service risque majeur OAV. Donc d'abord, on se réjouit que la basse Seine soit un des secteurs d'études et on sera forcément intéressé et on sera à votre disposition, bien entendu, pour travailler sur ces sujets. Vous avez donné les différentes étapes. Dans les outils de la décision, il y a une problématique, vous en parliez, de complexité, d'interaction, de château de cartes, d'effets dominos. Dans les décisions, il y a un volet probabilité d'occurrence qu'on va affecter finalement à un scénario. Est-ce que vous avez déjà une idée, je dis bien une idée, hein, de comment on va pouvoir combiner des combinaisons de probabilités, d'effets naturels, d'effets sur, je pense aux infrastructures de transport d'énergie, notamment l'électricité, vers les installations Céveso-Soyo, avec les probabilités qu'on connaît également sur les ICPE. Bon, bref, ça renforce les défis que vous avez relevés et qui sont hyper intéressants. Merci. Alors à ce stade, pas jusqu'à ce, enfin, peut-être pas jusqu'à ce niveau de détail, mais c'est effectivement un peu l'objectif, hein, c'est de voir comment on va. Surtout que des fois, on est plutôt en analyse statique. Là, on va aller vers des analyses le plus quantitatives, mais quand même avec des données. À ce stade, le problème que l'on a, c'est quel niveau de données vont être disponibles pour le faire. Donc, quand je disais on va décrire les scénarios, c'est vraiment tout ça qu'on va chercher. Hein. C'est les décrire le plus précisément possible et essayer d'identifier les données qui vont nous manquer. Ce qui pose des problèmes au bout de la chaîne. Hein. Si on les a pas, est-ce qu'on peut les reconstruire? De quelle manière? Et c'est plutôt là-dessus qu'on va le faire. Et les probabilités en font partie, très clairement. Hein. C'est d'ailleurs beaucoup là-dessus qu'on va travailler, je pense. C'est justement sur l'enchaînement de ces probabilités. Mais pas seulement. On aimerait bien faire probabilité, intensité, gravité quand même. On va pas avoir le temps de prendre une dernière question. Merci beaucoup, Karine Adam. Je me tourne à présent vers Muriel Pignon. Je le rappelle, donc vous êtes directrice de la transition énergétique et des plateformes industrielles au sein de l'UFIP Énergie et Mobilité. Alors là, on se tourne du côté des industriels. Est-ce que vous pouvez nous dire si cette prise en compte des risques NATEC, en tout cas nous confirmer qu'elle est plutôt récente chez les industriels? En effet, donc c'est complètement récent. Côté industriel, par rapport au changement climatique, en fait, depuis une bonne quinzaine d'années, on a travaillé plutôt sur l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire mettre en œuvre un maximum d'actions pour réduire l'augmentation du changement climatique. Mais une fois qu'on a dit ça et une fois qu'on aura mis tous nos efforts le plus possible en œuvre, il ne serait pas correct de se voiler la face et de considérer qu'il n'y aura pas de changement climatique. Le changement climatique, il est là. On va essayer qu'il soit le moins là possible, mais il est là. Et donc, en effet, le sujet d'adaptation est une problématique plus récente, probablement dont on a pris conscience avec, on l'a rappelé là tout à l'heure, les événements sécheresse en 2022, les événements pluie, je ne sais plus très bien quelle année, mais là en début de l'année dernière, récemment, les inondations. Donc ces événements un petit peu plus intenses ont peut-être sonné un réveil salvateur qui nous invite maintenant à considérer l'adaptation, à considérer urgemment l'adaptation, devrais-je dire, parce qu'il y a au moins une conviction qui est largement partagée, qui est de dire qu'il nous coûtera moins cher de nous adapter que d'être en réactif et de subir et de devoir réagir par rapport à des événements. Donc une fois qu'on a partagé cette prise de conscience et qu'on a décidé d'y aller, il y a eu plusieurs communications en début d'année 2024 au niveau de l'État.
invitant, donc en décrétant que l'année 2024 allait être l'année de l'adaptation au changement climatique. Donc oui, c'est récent. Oui, c'est récent. Les travaux commencent. On attendait tout à l'heure, ça a été mentionné, le plan national d'adaptation au changement climatique devrait sortir en consultation là, très, très prochainement. En amont de ces travaux, il y a malgré tout un élément important qui a déjà été établi au niveau, ou arrêté au niveau français, c'est la fameuse trajectoire d'adaptation au changement climatique, la TRAC, on parlait tout à l'heure de scénarios, quel scénario utiliser, voilà, pour qu'on utilise tous les mêmes scénarios. Cette trajectoire d'adaptation au changement climatique a fixé à l'horizon 2100 une augmentation de la température sur le territoire français de 4 degrés. Alors 4 degrés, voilà, je vois des... ça correspond, c'est pas la surenchère, en plus c'est même pas une surenchère. 4 degrés à l'échelle française correspond à 2 degrés ou 2 degrés et demi à l'échelle planétaire. Donc on est juste dans les clous des scénarios moyens qu'on espère voir ne pas dépasser. Parce que, alors sans rentrer dans les détails, le réchauffement à l'échelle de la planète ne sera pas homogène en termes de nombre de degrés partout le même. Et donc pour la France et l'Europe, on serait sur un scénario à +4 à l'horizon 2100. Donc ça c'est bien parce que ça fixe quand même une hypothèse structurante pour qu'on travaille tous sur des scénarios, enfin sur les mêmes hypothèses. Sur cette base-là, l'État a également demandé donc à Météo France de travailler à l'échelle de la France et des territoires outre-mer pour établir à l'horizon 2000, alors je ne sais plus, il y a 2050 au moins et 2100, établir justement l'intensité et la fréquence, l'évolution des phénomènes climatiques qui se produiront. Et on peut zoomer sur chaque zone géographique. Il y a des sites qui permettent d'avoir accès à ces informations. Ce qui permettrait, par exemple, sur une zone géographique, de dire, oui, clairement, sur la zone du Havre, les risques submersion vont être de telle nature, de telle intensité et de telle fréquence. Donc on va déjà pouvoir travailler sur des scénarios identiques. Voilà. Vous avez donc besoin d'outils. On l'entend avec la trajectoire climat. Il y a aussi les scénarios du GIEC, peut-être, qui sont mobilisés par les industriels. Quels sont les autres besoins ou les blocages des industriels pour intégrer ces sujets, pour avancer, disons, plus vite sur ces sujets? Alors, avancer plus vite, en fait... Donc, tout à l'heure, je crois que ça a été également mentionné. Donc, pour un site industriel, et en particulier un site industriel Céveso, on a déjà donc des études de danger qui existent, qui intègrent des risques climatiques, les risques d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le travail va consister déjà dans un premier temps à remettre à jour ces études de danger pour intégrer des nouveaux scénarios, des ampleurs plus importantes. De là vont également découler des études de et pour ce faire plus exactement, et en parallèle faire des études de vulnérabilité. Voilà. Alors, je vais préciser quand même quelque chose. Les études de danger, elles ont vraiment vocation à gérer plutôt le risque technologique, donc l'impact d'un événement climatique et son impact technologique. C'est important, c'est le point de départ déjà. Mais il y a, une fois qu'on a dit ça, et alors en particulier pour les industries que je représente, qui sont des industries de l'énergie, du pétrole, il y a également un autre enjeu, et je crois que ça a été tout à l'heure abordé rapidement, qui était d'assurer aussi une continuité de service. Parce qu'une fois qu'on aurait tout un territoire inondé, il va falloir des moyens d'intervention, et il va falloir que ces moyens d'intervention disposent, autant que faire se peut, d'énergie, de carburant, de routes dégagées, d'infrastructures, voilà. Et donc aujourd'hui, on est également, on a commencé à être sollicité par l'État, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale. On a été sollicité pour commencer à travailler et à produire. On a des premières échéances pour remettre des études de vulnérabilité et des premiers plans d'action.
Mais comme vous l'avez très justement dit, ces travaux vraiment démarrent aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un accompagnement aujourd'hui dans le secteur industriel organisé au niveau du secteur pour aider les industriels à s'adapter ? Pas encore, même si... Alors, on parle d'industriels et donc en effet, ça ne concerne pas seulement les industries énergétiques, ça concerne l'ensemble des industries. Je vais même être plus large, ça concerne l'ensemble des entreprises et puis ça concerne chacun de nous, tout simplement. Donc il y a des méthodes qui se mettent en place, il y a des études comme les études menées, enfin où le projet est mené par Karine. Il y a également au niveau des fédérations d'entreprises des guides qui se mettent en route. Là, je vais en profiter pour faire un petit peu la promotion. Le MEDEF Travail a édité un guide qui est sorti au mois de juin pour accompagner plutôt les petites entreprises qui savent pas très bien par quel bout prendre le projet. Des grandes entreprises, des grands groupes, on a des équipes qui savent mener des études de risque, des études de vulnérabilité. Voilà. Mais en fait, comme ça va vraiment concerner tout le monde, il faut en effet accompagner chacun. Et ce que je voudrais dire également dans cette continuité, un industriel ne va pas pouvoir... Enfin, un industriel va faire une étude de vulnérabilité sur son site, mais une fois qu'il aura fait ça, les plans d'action à mener ne concerneront pas que son site. Vous avez si vous êtes sur une zone industrielle et qu'on veut traiter par exemple un risque submersion, il paraîtrait pas forcément très efficace que chaque site, par exemple, bâtisse une clôture autour de son industrie pour se protéger. Ce serait peut-être plus pertinent de faire une action au niveau du territoire. Réflexion complètement différente si vous avez au contraire un site un petit peu isolé, en bord de mer, et là, il va bien falloir qu'il prenne ses propres moyens. On a parlé également tout à l'heure de l'interaction, enfin de l'interdépendance en termes de fourniture d'énergie. Donc, de nouveau, un site industriel, même fournisseur d'énergie, consomme en amont de l'énergie. Et donc, pour assurer cette continuité énergétique, il y a plusieurs questions. Donc, c'est des questions complexes, c'est des réflexions techniques, météorologiques. Donc ça, on a eu le volet météo, on a eu la technique, on va dire que c'est le savoir-faire des industriels, donc on va y arriver. Mais la réponse sera collective pour définir justement les actions qui relèvent d'un site, d'un ensemble de sites, voire d'une collectivité. Voilà. Et ça, c'est vraiment... je pense que c'est là où ça va être un petit peu le plus compliqué. Le projet de Madame Adam y contribue, mais il y a plusieurs initiatives là-dessus. Avec tous les acteurs du territoire. Oui, tous les acteurs. Ouais. Je vais juste jeter un coup d'œil sur le guide je vous en prie. Vous lire l'intitulé Adaptation au changement climatique, 5 étapes pour préparer mon entreprise et à destination donc aussi des PME, c'est important pour les aider. Merci beaucoup Muriel Pignot. Est-ce que vous avez des questions dans le public, peut-être partager une expérience ou une prise de parole? Et au niveau des intervenantes aussi, si vous souhaitez réagir, poser une question. Donc on a parlé aussi de l'adaptation, des atténuations jusqu'à présent des effets des industriels sur le dérèglement du climat. Et aujourd'hui, le mot-clé, c'est l'adaptation, mais les deux vont de pair pour les industriels. Je dirais, alors les deux vont de pair. Enfin, je dirais que c'est plutôt les deux chantiers sont à mener et c'est vraiment deux chantiers complémentaires parce que en effet, l'atténuation demande aujourd'hui déjà pas mal d'actions pour essayer de limiter les émissions de carbone par exemple et réduire la consommation énergétique. Et en complément de cela, vraiment, protéger, c'est vraiment une notion complémentaire. Et c'est vrai que c'était dans la stratégie française d'énergie-climat, c'était un volet qui aujourd'hui n'était pas encore beaucoup
porté et travaillé. Et donc c'est un petit peu quand même depuis un an que ce sujet est rentré vraiment dans les écrans radars et qu'on commence à travailler. J'ai parlé tout à l'heure donc du plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC, qui doit sortir très prochainement et qui devrait lister un nombre de mesures qui concernent aussi bien donc les industriels et le volet très technique de l'industrie, mais on va aussi aborder les conditions de travail. Si vous avez des conditions de travail, si des périodes de forte chaleur, comment adapter la relation de travail, décaler les horaires, des choses comme ça, qui va concerner les petites entreprises, chacun à titre individuel, des changements au niveau des villes également, comment se préparer dans les villes. Donc un document important qui sera soumis à consultation publique, il me semble. Donc voilà. Et ce sont des sujets justement sur lesquels vous travaillez, Sophie Leclef. Donc vous êtes chef de mission environnement prévention des risques au sein de la centrale nucléaire de Palluel en Seine-Maritime, en bord de mer. Quelques mots pour présenter la centrale, ensuite on va revenir sur les enjeux que vous venez de citer, Muriel Pignon. Oui, donc je travaille à la centrale nucléaire de Palluel. Donc on a 4 réacteurs de 1300 MW. On a une capacité de production de 38 TWh et on est en fonctionnement depuis les années 80. Donc moi j'ai plus l'habitude d'être sur le terrain avec un casque que dans une configuration comme aujourd'hui. On a parlé d'adaptation il y a quelques instants dans le secteur de l'industrie, dans le secteur du nucléaire. Ce sont les mêmes enjeux en quelque sorte, mais pas forcément avec les mêmes mots. Ici on parle de risques et d'inconvénients. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, donc pour nous, la partie maîtrise des risques, c'est vraiment quelque chose qui est historique. Hein. On ne pourrait pas exister sans avoir cette maîtrise des risques. En fait, en termes de conception et de dimensionnement des installations, on a pris en compte les accidents qui pouvaient arriver. Et dedans, il y a évidemment toute la partie qu'on appelle agression externe. Donc on va mettre tout ce dont vous avez parlé, la foudre, l'inondation, les grands vents, les grands chauds, et en fonction de ça, on va dimensionner nos installations. Donc ça, c'est la conception, c'est la démonstration de sûreté qu'on doit faire auprès de l'autorité de sûreté nucléaire pour qu'elle puisse nous donner l'autorisation pour qu'on puisse exploiter un réacteur nucléaire. Et on va faire des réexamens. Donc on va remettre à jour toutes ces données en fonction des données scientifiques qu'on a au niveau des séismes également. Enfin, tout ça est pris en compte pour réajuster les aléas de référence qui vont nous permettre de modifier et d'améliorer nos matériels. Donc toute la partie maîtrise des risques, c'est vraiment quelque chose d'historique chez nous pour qu'on puisse fonctionner. On prend évidemment le REX aussi national et international qu'on peut avoir. On pourra reparler tout à l'heure du REX qu'on a pris par rapport à Fukushima. Et on a une deuxième partie qui est les inconvénients. Donc là, finalement, c'est plus récent. C'est l'interaction que va avoir le fonctionnement de la centrale sur l'environnement et les hommes qui habitent autour. Et on prend en compte la partie évolution progressive du climat par rapport à nos activités, notamment sur la prévention humaine des gens, comme vous avez pu le dire. C'est aussi des volets qu'on prend en compte, mais ça de façon beaucoup plus récente. Depuis 2010-2013, on a des études par rapport à ça. On va en parler dans un instant. Vous évoquiez Fukushima. En quoi ça a été un changement de paradigme dans votre secteur ? Alors, pour la conception des réacteurs, en fait, et l'étude des scénarios d'accident, on fonctionne en occurrence d'apparition avec une gravité pour qu'on reste dans le cadre de référence que nous fixe la loi. Et par rapport à Fukushima, en fait, on a fait vraiment une méthode déterministe, c'est-à-dire que l'occurrence n'était plus prise en compte. On a considéré des scénarios dimensionnants de façon forfaitaire, quoi, en fait. Donc, par exemple, on a considéré qu'il fallait que nos réacteurs tiennent à une perte d'alimentation en eau ou une perte électrique pendant 8 jours. Donc, à partir de cette hypothèse-là, il a fallu qu'on mette en place des moyens. Donc, vous avez peut-être entendu parler, on a des groupes électrogènes complémentaires en cas de perte du réseau, puisque vous l'avez dit aussi, pour fonctionner effectivement dans un état sûr, même en étant à l'arrêt, on a besoin d'énergie.
Donc on a ces structures en plus. Elles sont mises sur des plateformes surélevées pour pas avoir de problème d'inondation ou de crue. On a une force d'action rapide du nucléaire. On en a aussi beaucoup parlé dans les médias, où en fait c'est des équipes qui sont vraiment entraînées à venir intervenir sur des sites où c'est le chaos, en fait, où il y a eu quelque chose de naturel qui s'est passé. On n'a plus d'accès aux routes, on n'a plus de choses comme ça, et eux sont capables de venir avec des moyens comme des hélicoptères, de brancher des tuyaux pour qu'on soit alimenté en eau, et des moyens d'électricité également. Donc le concept de méthode de dimensionnement a été différent de ce qu'on avait historiquement. Et il y a aussi beaucoup de méthodes d'adaptation, comme vous disiez, au changement climatique par rapport aux matériaux que vous utilisez. Est-ce que vous pouvez nous en donner une illustration à Paluel ? Pour pouvoir fonctionner, en fait, tous les 10 ans, on doit faire un réexamen qu'on présente aux autorités de sûreté nucléaire pour qu'elles nous donnent l'autorisation de continuer à exploiter sur 10 ans. Et on utilise toutes les données scientifiques qu'on peut avoir par rapport aux évolutions également du climat. Donc il y a tout le volet facteur humain dont je n'ai pas parlé, mais qui est également pris en compte. Et dessus, il y a aussi des choses qui évoluent d'année en année. Et sur la partie évolution progressive du climat, on réajuste les cotes qu'on se fixe, par exemple sur la température. Pour nos réacteurs de Paluel, 1300 MW, c'est le palier sur lequel on est. On est en train de faire les réexamens pour les 4e décennales, et on a pris plus de degrés de température de fonctionnement à pouvoir, pour que nos matériels électriques fonctionnent sans défaillance, en fait. Donc on va dire de réexamen à réexamen, on augmente les capacités de nos matériels pour prendre en compte ces évolutions qu'on sait qu'on aura à subir, quoi. Donc ça va être des batteries froides complémentaires, ça va être des calorifugages complémentaires, ça va être tout un tas de dispositifs techniques qui existent aujourd'hui et qu'on va mettre en œuvre. Et alors au niveau du groupe EDF, le groupe a lancé il y a quelques années le projet ADAPT pour adapter tout le parc nucléaire et thermique au changement climatique. Il y a des scénarios propres dans le cadre de ce projet, des scénarios NATEC notamment. Alors les scénarios NATEC, finalement, nous on les a deux conceptions. Donc ADAPT va plus être sur la partie évolution progressive de l'impact du changement climatique sur toutes les activités du groupe EDF. Donc ça a été mis en place en 2013. Il y a toute une partie qui va être sur la compréhension de tout ce dérèglement qui se passe. Donc là, on a des équipes de recherche. Il y a plus de 2000 salariés de recherche et développement qui travaillent sur ces sujets-là. On a un service de climat qui fait aussi ses propres projections, mais en se basant vraiment sur les données du GIEC. Et donc on va travailler, ça va permettre, une fois qu'on aura bien compris tous ces mécanismes, d'évaluer l'impact qu'on va avoir sur nos activités, et ensuite de pouvoir agir par rapport à ça. Un exemple qui est concret, il travaille aussi sur l'impact sur l'homme, puisque finalement nos installations, on a toujours besoin de salariés pour les faire fonctionner. Donc ils ont mis en place un camion où dedans on se projette en 2050 avec une température de 50 degrés, et ils ont mis en place dans ce camion des dispositifs de mesure où une personne travaille, une personne fait du sport, et on les fait tourner de site en site, ce camion, pour que les gens prennent conscience de ce que sera demain en 2050 la vie d'un salarié, pour déjà commencer à se projeter sur ces évolutions, et puis aussi de forcer un peu l'agissement de chacun vu l'impact que ça aura. Vous travaillez notamment dans ce cadre-là sur la matière des équipements des travailleurs. Oui, dans les sites, je ne sais plus lequel du sud de la France, on teste ils ont testé cet été des gilets refroidissants, en fait, pour pouvoir travailler sur des chaleurs importantes. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le secteur nucléaire, au regard de ces enjeux, est plutôt bien organisé en réseau pour faire face à ces enjeux, mais a besoin, et ça a été souligné aussi il y a quelques instants par Muriel Pinault, a besoin de travailler avec des collectivités, avec les collectivités, avec tous les acteurs, puisqu'il y a une interdépendance importante?
Dans le nucléaire, on a la chance, effectivement, côté EDF, d'avoir beaucoup de centrales. Donc, on a vraiment un partage d'expériences commun et puis des centres d'ingénierie qui sont quand même très robustes. On a aussi un partage très important aussi avec l'international. On a des associations d'exploitants nucléaires, parce que s'il se passe quelque chose quelque part, forcément, ça impactera toute la filière. Donc, on travaille vraiment beaucoup en réseau. On travaille par contre peut-être moins avec les autres industriels. C'est vrai qu'on n'est pas régi sous les mêmes réglementations. Nous, on a les réglementations d'installation nucléaire de base, et depuis ce matin vous employez des termes qui moi me sont complètement étrangers. On n'a pas les mêmes vocabulaires. Après, par rapport au territoire, effectivement, on est dans un territoire, donc on a besoin des infrastructures du territoire, donc il faut absolument qu'on travaille de façon globale et ensemble pour pas qu'on ait des projets divergents, ne serait-ce que pour la solidarité, par exemple en termes de consommation d'eau ou des choses comme ça. Voilà, on ne peut pas se permettre de ne pas être intégré dans une démarche globale d'un territoire. Ouais. En particulier sur la consommation d'eau, qui est un des enjeux les plus notamment, importants. Ouais. Merci beaucoup Sophie Leclef. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des questions de clarification, des réactions? Oui, merci monsieur. Pascal Mallet, toujours chef du service risque majeur au Havre. Ça n'a pas changé Merci. depuis. Merci. Je n'osais pas vous poser de questions parce que je voulais laisser le... Bon, je me permets ce coup-ci. Merci pour vos présentations. Concernant le volet INB, vous avez quand même... Vous avez une INB, une installation nucléaire de base, mais vous avez aussi des installations qu'on va appeler, nous, plutôt industrielles chimiques, pour le dire comme ça. Donc vous avez aussi des risques des collègues du Céveso, finalement. Ouais. C'était pour bien me clarifier dans ma petite tête. Et puis par ailleurs, nous, on est entouré de Paluel, de Panly, de Flamanville, de La Hague. On a du transport de matières dangereuses radioactives, donc on est sensible à ce sujet-là, même si on n'est pas dans les fameux périmètres qu'on appelle PPI, plan particulier d'intervention. Je me pose la question plutôt des effets cascades, et ça rejoint le PEPR, quand l'agression, ou l'agression plutôt la perturbation viendrait, par exemple, je pense à RTE. Finalement, votre client, c'est technique au moins, c'est RTE. RTE, nous, on a eu en juillet 2015 une vague de chaleur qui était sur la Bretagne. Dans la nuit, enfin dans la journée, elle se déplace sur le secteur du Havre. RTE a un problème de contrôle entre la demande et l'offre. Et à partir du moment où ils ne savent pas s'il y a équilibre entre l'offre et la demande sur des mégawatts, ils préfèrent mettre dans le noir une zone, donc ce qu'on appelle un délestage, sauf que ce n'est pas un délestage programmé. C'est-à-dire qu'à minuit, mais quand je vous dis minuit, c'est à minuit, il y a eu une information en Normandie comme quoi RTE fermait le courant dans 20 minutes. Nous, notre zone industrielle s'est retrouvée dans le noir quasiment toute, avec un ICPE Céveso-Soyo qui, à 2 heures du mat, a appelé... nous, on avait une cellule de crise avec la préfecture, et a appelé un petit peu au secours en disant on n'arrive pas à reprendre la charge de notre installation, et on a des difficultés, et on a de l'ammoniac, et on a d'autres petites substances de ce type-là. Et je me pose la question, vous, est-ce que ce sujet de délestage ou de perturbation qui remonterait par effet boomerang vers vous, le producteur finalement d'énergie, est-ce que c'est un sujet que vous prenez en compte dans votre périmètre? Si je comprends bien la question, c'est finalement si on n'est plus alimenté en électricité, est-ce que c'est un des scénarios qui existent? Oui, complètement. Ouais. Et ça, dès la phase de conception, on a des groupes électrogènes qui nous permettent de replier les réacteurs pour les mettre en toute sûreté. Alors on ne produirait plus évidemment, mais... Alors je pensais aussi au fait que si RTE avait des problèmes de perturbation, peut-être qu'il ne pourrait pas, entre guillemets, recevoir votre production électrique. C'était aussi comme ça que je le voyais. Il y a le côté amont, mais il y a aussi le côté aval, c'est-à-dire que vous produisez, vous envoyez pas dans la nature, mais dans les très hautes tensions du réseau RTE. Et je m'étais dit, s'il y a une perturbation RTE, rupture de câble pour plein de raisons, comment ça vous impacte? Parce qu'à un moment donné, il faut forcément arrêter la production, enfin réguler la production. Oui, mais ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, puisqu'on régule toujours la production avec la consommation. Donc que j'ai moins de consommateurs ou que j'ai un aléa qui fasse que je dois m'arrêter, je sais m'arrêter instantanément, quoi. Et puis ils ont des systèmes de délestage qui sont bien compartimentés, en fait. Une autre question, une réaction, vous pouvez aussi nous faire part de vos propres expériences. Une question aussi au niveau des intervenantes, peut-être, du secteur industriel, non?
on refera un tour de table tout à l'heure. On va continuer avec notre dernière intervenante, qui est chercheuse, Cassandre Rey-Thibault. Donc, je le rappelle, vous êtes post-doctorante en géographie des risques au Centre d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po Paris. Vous vous intéressez en particulier aux politiques publiques locales. Est-ce que déjà vous vouliez réagir sur ce qui avait été dit sur l'adaptation sur la centrale de Paluel, sur comment est-ce qu'elle s'adapte ? Pas forcément spécifiquement. Juste, c'est intéressant vous l'avez un peu dit, le fait que le nucléaire, c'est un peu un domaine à part dans la question des risques en France. Et donc, je pense que c'est quand même vraiment important de le comparer aux autres, rien que parce que du point de vue des territoires, du point de vue des acteurs publics, en fait, les questions qui se posent sont quand même un peu les mêmes. Comment on fait face, comment on prévient les risques et comment on les gère. Et donc, cette différence qui est du côté expertise est hyper importante. Il faut, ça n'empêche pas de créer de la discussion et du dialogue sur différents sujets. Donc, vous avez soutenu votre thèse en 2022, intitulée « Vivre avec l'émergence et les défis des pratiques intégrées face aux risques et aux crises localement ». Dans vos travaux et vos recherches actuelles, vous adoptez une approche multirisque. On n'en a pas encore vraiment parlé frontalement. Qu'est-ce que c'est ? Alors, oui, moi, je n'aborde pas la question des risques NATEC directement, mais je m'intéresse un peu à une catégorie qu'on dirait un peu plus large qui comprend la question des NATEC, et donc l'idée de travailler sur les combinaisons de risques de façon plus large. En fait, donc cette approche-là, elle se développe plutôt à partir d'une approche territoriale, puisque là, on l'a vu, si on reprend rien que le cas du Havre, que je connais un petit peu puisque j'ai fait ma thèse, le Havre était un des cas d'étude. Le Havre, l'agglomération, pas seulement la ville. Puisqu'on parle de territoire, on ne s'intéresse pas seulement à une ville, ça serait un périmètre un peu réduit sinon. Donc, dans un territoire comme celui du Havre, il y a une cumulation finalement de plein de sources de risques différentes. On a parlé des risques technologiques liés à la zone industrielle-portuaire, bien sûr, mais on a un peu évoqué finalement, mais la question des inondations, donc qui sur ce territoire ici venaient historiquement plutôt des inondations liées au ruissellement et au pluvial, liées à la spécificité des sols. Donc, les acteurs locaux sont de très longue date intéressés à cette question-là. Et depuis une dizaine d'années, la question des submersions marines dans le cadre du dérèglement climatique et de la hausse du niveau de la mer qui est inéluctable. Autant il y a des incertitudes assez fortes sur... on a des possibilités d'arrêter le changement, le dérèglement climatique, la progression des chaleurs, autant l'océan a une inertie beaucoup plus forte, et donc la hausse du niveau de la mer, elle, à moyen terme, elle est inéluctable. Tout ça pour dire, donc il y a aussi plein d'autres sources de risques ici sur ce territoire, et donc l'idée c'est quand on parle de multirisques, c'est de regarder l'ensemble de ces risques en même temps dans un territoire. Et donc ça veut dire regarder les potentiels effets qui peuvent avoir les uns sur les autres, donc le NATEC ça en fait partie, mais c'est aussi de regarder comment les différentes mesures, toutes les politiques publiques, toutes les actions qu'on peut mener face à un risque sont compatibles les unes avec les autres, et comment est-ce que ou peuvent contribuer les unes aux autres. Et donc c'est vraiment pas seulement regarder les interactions entre les phénomènes eux-mêmes, mais c'est aussi regarder comment l'action publique, elle peut être elle-même multirisque, elle peut s'intéresser à plusieurs risques à la fois et proposer des démarches qui peuvent s'adresser, répondre à plusieurs risques à la fois. Voilà. Vous partez du constat justement dans vos travaux que les risques sont pensés en France séparément, notamment les plans de prévention de risques, et qu'il peut même y avoir des contradictions entre plusieurs plans sur un même territoire donné. C'est ce que révèlent vos études. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire contradiction. Pas
pas directement. Ce qui est le point de départ important, c'est qu'effectivement la façon dont on pense les risques en France, c'est extrêmement siloté. On le voit parce que du côté de l'expertise, ça demande de comprendre. Alors les aléas, on parle bien de phénomènes dangereux, ça demande une expertise technique très précise, très poussée. Et donc on a cette segmentation-là du côté de la production de la connaissance. La question, c'est comment est-ce que on passe ensuite à une action publique qui arrive à mettre en dialogue davantage ces expertises. Et puisque pour l'instant, la façon dont à partir de cette expertise, on produit de l'action publique pour faire face aux risques, ça reste extrêmement segmenté. Alors le cas, donc un exemple un peu classique. Donc, je pense que la plupart des gens ici sont familiers avec les fameux plans de prévention des risques, qui sont les dispositifs majeurs de gestion des risques à l'échelle de territoire, pour donc réglementer l'urbanisation future et quand même aussi essayer de régler un peu des questions d'urbanisme actuel face à des risques. Et alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un dispositif multirisque parce que ça existe pour les risques technologiques, pour les risques naturels, donc inondations, d'autres formes littorales. Mais en fait, donc ça repose sur les mêmes principes. Par contre, c'est fait de façon complètement différente, c'est des processus complètement séparés suivant les types d'aléas. Et donc, par exemple, ici sur le territoire du Havre, c'est assez flagrant. En fait, donc il y a eu un énorme travail à l'échelle locale pour établir le plan de prévention des risques technologiques qui a été approuvé en 2015. Et en 2015 a été prescrit le plan de prévention des risques littoraux, cette fois, et donc complètement dans une seconde phase et qui, en fait, concerne exactement le même territoire, c'est-à-dire l'interface ville-port, la zone industrielle-portuaire. Et donc, on a tout ce processus qui se remet en place. Et donc là, complètement, finalement, la question des risques NATEC, elle n'est pas du tout présente directement, puisqu'on va, on va faire toute une autre démarche, donc de nouveau connaître l'aléa, puis ensuite identifier les enjeux et essayer d'identifier les stratégies pour réduire la vulnérabilité du territoire. Mais ça se fait complètement de façon indépendante. Et alors c'était intéressant, donc quand j'ai suivi ça, le seul endroit un peu où, pour les acteurs qui bien sûr ont conscience de cette segmentation, c'était bon, il faut au moins que les dispositions qu'on va imposer notamment aux entreprises riveraines sur la zone industrielle portuaire, ce qu'on va imposer aux habitants, ce qu'on va leur imposer en termes d'adaptation pour le risque littoral, ça soit compatible avec ce qu'on leur impose pour le risque face au risque technologique. Donc c'est même pas considérer les deux l'un après, que les deux vont se produire en même temps, mais c'est qu'au moins les mesures de prévention soient compatibles les unes entre elles. Donc on est un peu encore pas encore à vraiment envisager véritablement la combinaison des aléas. Donc justement qu'il n'y ait pas de mesures contradictoires si y a à la fois une inondation et un accident technologique par exemple, qu'on n'ait pas deux recommandations qui n'aillent pas dans le même sens. Donc c'est le début de la réflexion sur le multirisque. Tout à fait, oui. C'est un des premiers. Voilà, le minimum, c'est ce qu'on impose soit compatible. Mais ensuite, comment bien sûr, pour l'instant la question des NATEC, elle est en suspens, donc c'est fantastique que des outils émergent à l'échelle locale, pour l'échelle locale. Je le précise, pour les plans de prévention des risques sur le territoire du Havre, qui a été un de vos sujets d'étude, il y en a 3 sur ce territoire, et ils ont été lancés en 2015 pour le premier. En termes de temporalité Non, alors le plus ancien, peut-être que M. Mallet pourra corriger, mais le plus ancien, donc c'est le PPRI de la inondation. Donc ce que je vous disais, c'est plutôt les questions de débordement de cours d'eau ou de ruissellement urbain, donc a dû être approuvé en 2013. Qui a été très très long aussi à élaborer, je crois qu'il y a quasiment plus de 10 ans d'élaboration. Le PPRT a été approuvé en 2015 et le PPRL a été approuvé en 2021, si je m'abuse. 2022, oui, il y a eu un peu de temps à être adopté. Donc un territoire avec 3 PPR, c'est assez unique en France. Vous avez d'autres territoires d'études, mais au niveau du Havre, si on les compare.
Donc ça justement, c'est une bonne question et alors j'aurais pas une réponse exhaustive, mais la spécificité le Havre est vraiment intéressant pour ça parce qu'à mon sens c'est la seule zone industrielle ou portuaire majeure qui s'est posé la question des risques littoraux pour l'instant. Puisque le bassin de Fos-sur-Mer, il n'y a pas de plan de prévention des risques littoraux, il s'arrête juste avant. À Saint-Nazaire, que je connais un petit peu, c'est pareil. Le plan de prévention des risques littoraux de la ville, il s'arrête avant Montoire de Bretagne. Je crois que La Rochelle, il y a cette question-là. Enfin, en tout cas, par ce dispositif-là, j'exagère en disant que les zones... c'est un abus de langage de dire que les territoires ne se préoccupent, les industries ne s'occupent pas de ce risque, mais par ce type de dispositif, c'est une spécificité, ouais. On peut dire que c'est un territoire pilote, comme aussi le territoire de Nantes que vous avez étudié, notamment parce que des services spécifiques dans les intercommunalités se sont mis en place déjà dans les années 90, donc au-delà des obligations réglementaires d'alors. Oui, tout à fait. Ça qui est intéressant, c'est que donc au-delà donc là, on parlait plutôt des dispositifs développés par l'État sur qu'est-ce qui permet de faire émerger comme dimension multirisque. À l'inverse, moi j'avais choisi de faire mon terrain d'études au Havre, puisque c'est un territoire on l'a un peu vu ce matin, qui s'est emparé de cette question-là de façon assez frontale de longue date, donc avec la constitution de compétences intercommunales sur la question, ce qui n'est pas obligatoire. Pour essayer, puisque pour l'instant l'essentiel des compétences à la fois en prévention des risques qui sont liés plutôt à la maîtrise de l'urbanisme ou en gestion de crise, qui est un autre gros volet de cette question-là, incombe plutôt au maire, puisque le maire, le premier responsable de sécurité civile dans sa commune. Et donc le fait de créer des structures à l'échelle intercommunale, ça permet d'amorcer ce dialogue à une échelle plus pertinente. Et puis aussi de développer des outils un peu innovants et intéressants. Et par exemple, alors là, c'est pas la métropole directement ici, mais donc ce matin, ils ont évoqué rapidement cette association des industriels qui s'appelle Synerzip. Et donc de la même façon, qui a pu développer ici des dispositifs qui s'appellent les plans de mise à l'abri des activités économiques, les PMAAE. Et donc c'est pareil, c'est des dispositifs assez souples qui ont, moi quand je les avais étudiés dans le cadre de ma thèse, qui permettent finalement d'aller plus loin que les obligations réglementaires classiques pour préparer les industries. Donc là c'est plutôt les sites riverains des industries Céveso, et donc d'amorcer une réflexion à la fois sur leur plan de gestion de crise, plan de gestion d'urgence, et la réduction de leur vulnérabilité, qui prennent en compte différents... Alors là, ça a été imposé, ça a été créé dans le cadre des plans de prévention de risques technologiques, mais c'est tout à fait mobilisable face à d'autres risques. Vous avez évoqué aussi dans l'entretien préalable à cette table ronde qu'en 2015, dans l'intercommunalité ici au Havre, le plan de prévention des risques technologiques a même mené à des expropriations, qu'il y a eu un grand plan. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler? Alors là, on est plutôt au niveau de l'État pour dire à quel point aussi il y a eu des actions qui ont été menées vraiment sur le terrain et qui a touché les habitants ici. Oui, alors, c'est pas une spécificité havraise du tout, l'expropriation face à des risques majeurs, alors je plus le terme exact, il y a donc les zones rouges des plans de prévention des risques technologiques. C'est une disposition importante, à partir du moment où on estime que la mise en sûreté des personnes ne peut pas être assurée dans ce cadre-là. C'est une disposition qui existe aussi face à des risques naturels également. Et donc qui est un dernier recours, mais qu'il faut être tout à fait prêt à mobiliser parce que ça permet finalement aussi
d'assurer une meilleure sécurité sur le territoire. Et qui illustre aussi la capacité d'adaptation du territoire. Vous parlez donc on a parlé de multirisque, vous parlez de risque compound aussi dans votre thèse et dans les articles que vous publiez. Ça fait référence à quoi? Donc ça veut dire qu'on ne s'arrête pas aux risques, aux aléas naturels, aux risques techniques. Ça va au-delà ensuite aux populations, ou comment est-ce qu'on peut le définir? Alors oui, alors enfin la littérature autour du multirisque, du point de vue, c'est pas forcément des choses très évidentes à conceptualiser et à comprendre. Donc il y a toute une série de termes comme ça qui ont pu être développés, des tentatives pour essayer de mieux comprendre comment les risques interagissent dans un territoire. Et donc, compound, c'est un peu le dernier à la mode, donc il faut l'utiliser. Donc, risque interrelié en voilà, français. Interrelié, mais enfin, pour juste expliciter ce que c'est censé ajouter, en fait, l'idée du multirisque, historiquement, les façons de penser le multirisque, ça a été plutôt ce qu'on appelle le multicouche, c'est-à-dire on va regarder plusieurs couches d'aléas sur un même territoire, et puis on va regarder un peu les interactions entre eux. Ça, c'est typiquement l'événement qu'on analyse dans ce cadre-là, c'est Fukushima, comment un événement va en entraîner d'autres. Ensuite, on a des approches qui sont plus, qu'on dit systémiques. Donc là, c'est plus l'idée d'étudier les interactions pas forcément linéaires, mais dans un système, comment est-ce que le fait d'avoir un aléa va pouvoir entraîner enfin, c'est plurifactoriel, donc ça commence à devenir un peu plus complexe. Là, typiquement, les événements qui sont analysés dans ce cadre-là, c'est tout ce qui est lié au dérèglement climatique, puisque finalement, ça influe sur les températures, les précipitations, l'évolution de la sécheresse. Ça commence à multiplier le nombre de phénomènes. Et quand on parle de compound, donc interrelié, c'est à peine traduit encore en France. C'est l'idée que finalement, on peut avoir même plusieurs phénomènes dangereux qui vont avoir lieu sur un territoire qui ne sont pas forcément issus des mêmes, du même système. Et typiquement là, la notion elle a émergé plutôt dans les sciences du climat, mais pour voir par exemple les liens avec la pandémie, la crise Covid. Et donc de dire, en fait, quand on a une tempête en pleine pandémie, c'est pas la même chose de gérer ce genre de situation. Donc c'est des risques plutôt compound. Voilà. Bon, après, c'est pour ça que j'aime bien la notion de multirisque parce qu'elle est très claire et donc elle permet ces différentes façons d'essayer de penser ces relations. Il y a aussi un autre point que vous soulevez dans vos recherches côté multirisque, c'est la gestion. Vous étudiez la gestion des crises et la gestion des risques. Tout à l'heure, on parlait des risques qui sont traités, étudiés différemment en silo. C'est également la même chose quand on parle de gestion des crises et de gestion des risques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors ça, moi, c'était vraiment le cœur du sujet de ma thèse. Ce qui m'intéressait, c'est moins ce que je fais maintenant exactement, mais du coup, c'est cette idée que, de toute façon un peu caricaturale, on a d'un côté le ministère de l'Environnement en France qui va avoir tout un tas de dispositions et d'acteurs qui va plutôt être sur la maîtrise, la compréhension des phénomènes dangereux, des aléas, et puis la maîtrise, la réduction des risques. Et puis le ministère de l'Intérieur qui est plutôt lui dédié à qu'est-ce qu'on fait quand un événement dangereux se déclenche et pour y faire face. Et donc, ça correspond à des expertises différentes, ça correspond à des instruments de politique publique différentes. Sauf que tout ça, à l'échelle locale, à l'échelle territoriale, en fait, ça interagit énormément. Et donc, autant d'un point de vue d'expertise et de développement des outils, c'est important de comprendre les spécificités. C'est pas la même chose de faire de la prévention des risques ou de faire de la gestion de crise. Autant à l'échelle locale, c'est très important. Il me semble, les territoires que j'ai étudiés montraient ça, que c'est le cas ici, c'était le cas à Nantes aussi, que de plus en plus les acteurs se posent la question de comment est-ce qu'on collabore ensemble pour créer, arrêter de penser, moi ça c'est un sujet crise, ça c'est un sujet risque, et puis on se divise les tâches et chacun fait à son rôle, mais comment est-ce que on va pouvoir construire des réponses communes. Vous avez étudié notamment le cas de Boston. Est-ce que ça résonne avec cette problématique sur les politiques publiques menées à Boston, aux États-Unis ? Oui, alors donc ça c'est dans le cadre de mon nouveau projet de recherche que je mène actuellement, donc sur l'adaptation des villes portuaires au risque du changement climatique. Donc puisque, vous l'avez précisé, la question des NATEC, elle
elle est croissante dans le cadre du dérèglement climatique et la question des multirisques de façon générale aussi. Et donc Boston, c'est un cas fascinant parce que c'est quand même on peut comme ça, peut-être qu'on pense que c'est pas une grosse ville portuaire, c'est pas un port. Enfin, l'activité portuaire représente pas le même poids dans l'écosystème local qu'ici, mais c'est quand même une ville portuaire importante aux États-Unis et le 8e port le plus exposé au monde en fait au dérèglement climatique, puisqu'il n'y a aucune infrastructure de protection sur ce territoire. Enfin, ici, on a quand même des digues importantes. C'est pas du tout le cas à Boston. Mais alors, ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point la question de l'adaptation et le développement notamment, enfin, vous parliez par exemple d'avoir des connaissances très précises sur l'évolution des scénarios climatiques à l'échelle locale. Et ben ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait. Et donc là, parce qu'en France, on a des scénarios à l'échelle de la France, mais eux, du coup, ils ont été capables de développer des scénarios sur l'évolution des précipitations, l'évolution spécifique de la hausse du niveau de la mer, l'évolution des températures, des extrêmes de température, donc à l'échelle locale. Donc ça, c'est par exemple un exemple, la capacité à avoir produit comme ça une connaissance scientifique. Un autre cas que je trouve vraiment fascinant, dont je pense qu'on a beaucoup à apprendre, dont on parlait un petit peu ce matin, c'est les modes de participation des populations qui sont alors, très développés et vraiment intéressants, avec une capacité à aller chercher les gens là où ils sont en fait. Et par exemple de jamais organiser des réunions publiques dédiées à un sujet, mais d'aller là où les gens sont déjà, c'est-à-dire aller sur les marchés, aller aux événements, et c'est comme ça qu'ils vont créer la participation de la population sur ces sujets, et donc ensuite créer des comités de riverains, des collèges au sein des procédures, dans l'élaboration des différents plans. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses, je crois, à voir. Qu'est-ce que justement ça nous apprend sur la participation citoyenne sur ces sujets qui peuvent paraître proches mais très éloignés aussi? Oui, que en tout cas, alors là, je commence, j'ai fait juste du terrain cet été à Boston, mais que les populations sont tout à fait prêtes à participer à partir du moment où on leur donne une voix pour le faire, et pas leur proposer d'intervenir à la fin quand les procédures sont définies. Donc ça, et par exemple expliciter quelles sont leurs propres craintes sur le territoire, parce que parler par exemple d'inondation dans un territoire avec des scénarios futurs, en fait, il y a un des quartiers de la ville, donc de Boston, qui est très exposé, en fait, est aussi très isolé. Et donc, ce qui inquiète les populations, ce que les acteurs publics ont appris en travaillant avec eux, c'est pas forcément seulement l'inondation, le fait d'être inondé, mais c'est aussi le fait d'être coupé du reste de l'agglomération, puisque donc il y a que c'est moitié une île en fait, ce quartier-là. Et donc, comment est-ce que finalement, une des priorités pour les pouvoirs publics, ça va être d'assurer ces connexions. En parallèle, en tout cas, de maîtriser l'inondation et de réduire la vulnérabilité à l'inondation directement des habitations. Et une dernière question, vous parliez de l'exemple de Boston qui est quand même très différent. Est-ce que l'exemple français, ce que vous avez étudié au Havre, est aussi intéressant au regard de ce qui se passe à Boston ? Oui, bien sûr. Et alors, c'est ça qui est fascinant, les comparaisons, c'est qu'on voit aussi les forces de ce qui existe ici. Et donc, la capacité de la puissance publique à développer ici des projets collectifs. Vous en parliez un petit peu sur le fait qu'il y a besoin de réponses collectives à ces questions-là et de mener des projets, ça peut absolument pas être des réponses site par site, habitation par habitation, mais ça va être des projets à l'échelle minimum de quartier. Eux, c'est leur énorme difficulté. Ça,
ils savent pas faire. Enfin, en tout cas, enfin, ils savent, ils savent mener des gros projets, mais en tout cas sur la question de la propriété foncière, etc., c'est quand même plus compliqué. Donc voilà, nous, et puis encore une fois, peut-être pour revenir, notre capacité à maîtriser à planifier, à maîtriser l'urbanisation est quand même aussi, je pense, source d'apprentissage pour eux. Et un atout aussi peut-être pour la gestion de ces risques dans le futur. Est-ce que vous avez des questions pour Cassandre et Thibaut? Oui, le micro va arriver dans un instant. Vous pouvez préparer les autres questions, puis on passera à un échange plus global avec toutes les intervenantes. Oui, bonjour, Marie de Choupenet, Caussène-Aglo. Je suis sur un territoire un peu plus en amont, sur la Seine. Et je vous rejoins sur le fait qu'il faut aller vers les gens. C'est les opérations aller vers que les forces de l'ordre peuvent connaître. On n'est pas sur des sujets ni sexy ni fun, et du coup il faut aller là où sont les gens et leur en parler. Ma question est, moi j'ai un PPRT qui date de 2014, parce qu'évidemment les entreprises sont implantées dans la plaine alluviale. Aujourd'hui on a un PPRI de la Seine qui va arriver. On attend qu'il soit prochainement prescrit, mais on a déjà des cartes qui inondent toute la zone industrielle. Alors, il y a une raffinerie, il y a 5 autres entreprises Céveso seuil haut, 3 projets qui arrivent en Céveso. Qu'est-ce qu'on dit aux riverains, aux entreprises riveraines, aux habitations riveraines? On leur a jusqu'à présent expliqué qu'il faut qu'ils se mettent à l'abri. Donc la mise à l'abri, c'est dans le pire des cas de l'évacuation. Ça, c'est pour des entreprises qui ne sont pas du tout équipées, mais qui peuvent évacuer. Donc c'est compatible l'évacuation avec de l'inondation, c'est justement ce qui peut être envisagé. Mais pour les habitants, on leur a dit restez chez vous, confinez-vous, mettez-vous à l'abri. Quand c'est des habitations qui sont de plein pied, qu'il n'y a pas de premier étage, comment est-ce qu'on fait pour rendre ça compatible avec de l'inondation? Voilà. Bon, je pourrais absolument pas répondre à l'ampleur de ce que vous décrivez. Enfin, ça a l'air d'être quand même une situation particulièrement importante dans les risques qui sont mis en évidence. J'imagine que c'est aussi lié à peut-être des modélisations qui sont nouvelles et donc, parce que, alors, là pour le coup, j'imagine qu'il y avait jusque-là des cartes d'inondation passées de la Seine et que donc ce sont des cartes réactualisées qui sont Disons qu'aujourd'hui, on prend en compte le changement climatique et que donc on a le plus 1 mètre qui nous arrive. Le choix n'a pas encore été fait entre plus 60 cm et plus 1 mètre. Mais on sent bien qu'il peut y avoir une injonction à prendre en compte le plus 1 mètre. Oui, j'entends. Alors c'est super intéressant ce que vous dites sur le plus 1 mètre, parce que ici, c'est pas plus 1 mètre qui a été pris en compte, c'est plus 60 cm. Cette question-là de la différence, alors ce qui est une question adressée, je pense, de la différence de traitement des territoires sur un même cours d'eau. La question s'est exactement posée de la même façon entre Saint-Nazaire et Nantes. À Saint-Nazaire, ils ont considéré plus 60 cm et à Nantes plus 1 mètre de hausse du niveau de la mer. Et ça fait partie, après ça a été utilisé comme levier de contestation par certains habitants, puisque disant bah oui mais nous en fait on nous prend en compte un risque plus important. Pourquoi c'est pas le cas, pourquoi c'est pas uniforme? Alors, enfin, ça peut se justifier, mais la question est quand même légitime à être posée. Comme ça, donc, je pense que bien sûr, un des accents à mettre, c'est sur l'évolution de la connaissance et le fait qu'on n'est on n'est bien pas dans des territoires où on nous a dit, qui est un argument qu'on a pu entendre beaucoup, on nous a dit pendant des années qu'on était protégés et puis finalement du jour au lendemain on nous dit qu'on ne l'est pas. C'est pas exactement ça qui se passe là, puisque c'est que l'aléa lui-même évolue et il évolue le plus 1 mètre. Je pense que c'est a priori plutôt un scénario très plausible à considérer, mais c'est pas un plus 1 mètre aujourd'hui. C'est un plus 1 mètre quand même à l'horizon 2100, et donc ce qui donne vraiment du temps aussi pour s'adapter. Et je pense que là, les territoires comme ça un peu en fond d'estuaire on va avoir finalement c'est d'autant plus, je pense, pertinent de se préparer à ces évolutions de très long terme, de plus long terme que le plus 40 cm, plus 60 cm.
puisque là on parle bien, du coup on va avoir le temps de se préparer aux futurs événements majeurs. Mais bon, après, malheureusement, la mise en sûreté des personnes, elle va devenir indispensable. Et donc, les travaux, et donc j'imagine il faut en appeler aussi aux ressources pour aider ces habitants à adapter leur habitation. Et ça, c'est des choses qui existent et qu'il faut continuer à développer. Est-ce que ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions, clarifications? Oui, monsieur. Pascal Mallet du Havre. Dans toutes nos discussions, à un moment donné, et c'est français, on réatterrit sur les plans de prévention. Alors pour les INB, c'est différent, parce qu'effectivement, l'approche est... on imagine des événements plus critiques. On a quand même un impensé, c'est qu'on retombe toujours sur les 60 cm, les 40 cm, etc. Derrière ça se cachent des événements de période de retour centenale. Et il y a un impensé, c'est les événements extrêmes. Les événements extrêmes, on en a vécu, on en vivra. Et c'est vrai que dans nos dispositifs de maîtrise de l'urbanisation, c'est un sujet. Dans la gestion de crise, on est obligé de prendre le spectre, y compris des événements extrêmes, y compris des combinaisons d'événements extrêmes. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Cassandre. Et donc, je me questionne par rapport à ça. Je sais que dans la gestion de crise, de toute façon, on est condamné à le faire, et on l'a tous fait collectivement sur certains des territoires. Et comment on peut intégrer cette gymnastique, sachant que dès qu'on met en débat public un niveau d'aléa, un niveau de criticité, déjà le niveau centenal est relativement inacceptable, voire totalement inacceptable par la société, quand on dit aux gens... Vous avez une maison qui est invendable. Moi, j'étais en réunion de public dans une commune hier avec 140 personnes sur des sujets de risque naturel. Il y a une forme de déni, de dénonciation, voire même de dénonciation des études qu'on a produites avec un bureau d'études spécialisé pour élaborer l'évaluation du risque. Donc, il y a un gros sujet là-dessus. Alors, en silo, c'est déjà pas simple. Et donc, en mixité, en interrelié, en compound, ça devient encore plus complexe. C'est pour ça que je reviens à ma question par rapport au calcul des probabilités et donner du cuir, ou plutôt même de la chair à nos probabilités, pour que, au-delà des spécialistes qui maîtrisent ces concepts, ça devienne que ces éléments-là d'aide à la décision soient aussi des éléments que tous peuvent s'approprier. Donc il y a un gros travail de pédagogie, et on parle de culture du risque et de la sécurité, mais là on rentre vraiment dans le cœur d'un sujet qui est un défi pour nous, déjà individuellement par risque, et aujourd'hui on ne sait pas faire, je pense collectivement. Merci. Oui, alors, il y a beaucoup de choses. Peut-être sur la centralité des plans de prévention des risques, tout aussi variés qu'ils soient les uns des autres. Je pense que oui, on en retombe fatalement là, parce que c'est un outil particulièrement exigeant et qui permet de faire avancer les choses. Malheureusement, ça serait bien si d'autres formes plus localisées et territoriales pouvaient développer, mais je crois que malheureusement, c'est un peu l'outil par lequel on est obligé de passer. Et notamment parce qu'il vient de l'État et que ça permet d'imposer un certain nombre de choses quand même, et une certaine homogénéité, même si on voit qu'il y a des variations qui se font. Sur la question de comment est-ce que... c'est vrai que ça crée, en plus, on voit bien, ça crée les discussions vraiment autour de ça, plutôt que de penser les choses un peu plus dans la variété, dans le continuum qu'il peut y avoir dans les différents scénarios. Alors, par exemple, je vous rejoins pas sur le fait que l'événement extrême, il devrait être pensé que du point de vue de la gestion de crise. En fait, on pourrait avoir des éléments dans l'urbanisme, dans l'aménagement, qui, sans être aussi contraignants que sont les plans de prévention des risques, qui permettent quand même d'amorcer et de préparer des éléments, qui permettent de réduire la vulnérabilité pour des événements plus importants. Et donc ça c'est, je pense que c'est tout à fait une question importante. Comment est-ce qu'on arrête ce que j'ai appelé dans mon travail un peu de déléguer, c'est-à-dire que les événements centenaux, ils sont gérés par tel type d'acteurs, les événements extrêmes par tel type d'acteurs, et donc de réussir à créer davantage de continuité
continuité. Je pense que c'est un vrai défi, et aussi vis-à-vis des populations, parce que les riverains de comprendre que non, on parle de l'inondation, mais en fait il y en a un qui gère un type d'inondation et puis l'autre encore un autre type. C'est complètement illisible en fait de ce point de vue-là. Je peux, ouais. En fait, c'est aussi une vraie question. Quand je parlais de communication tout à l'heure dans le projet, c'est un peu ça qu'il y avait derrière. Alors, je le mets dans un petit terme très, très gentil. Mais c'est effectivement comment, dans les scénarios qu'on va imaginer, il est évident qu'on ne va pas parler que de prospective comme on le voit aujourd'hui, 2050, 2100. C'est pas que ça pour nous. On a aussi cette notion d'extrême. On a cette notion d'inimaginable. Mais en quelque part, et c'est justement la question qu'on a autour des acteurs qu'on devrait mettre autour de ce projet, qui est aussi une vraie question pour nous, parce que est-ce que ce type de projet où on va réfléchir à des situations différentes et approcher justement les situations de manière complètement différente de ce que l'on peut faire dans le cadre des plans déjà existants, parce qu'on ne va pas vers trouver une solution là. On est en train d'imaginer quelque chose qui peut vraiment poser problème, et nous on l'a posé plutôt dans le sens qui puisse vraiment devenir critique en termes de gestion de crise. Même si quand on va dérouler, on ne va pas faire de la gestion de crise, on va faire vraiment de la prévention en réalité. Mais c'est dérouler ce scénario, travailler avec alors, acteurs au sens large, vraiment à définir le terme d'acteur d'ailleurs. C'est aussi se préparer collectivement à réfléchir différemment à la manière dont on va avoir à s'adapter. Et peut-être voir, on va toujours nous dire que quand on est dans les risques, on fait peur. En fait, la logique, elle n'est pas forcément là, même s'il y a un moment, peut-être qu'au début, c'est exactement ce qu'on va faire. Hein, mais en réalité, c'est de voir, oui, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus impactant? Qu'est-ce qui vous pose? Et qui oblige aussi à tous ceux qui seront autour de poser la question de qu'est-ce qui m'inquiète le plus dans tout ça. Et on ne reviendra peut-être pas sur la notion d'extrême ou autre. Après, les scénarios, on va les dérouler autrement. Mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion. Et ça veut dire que dans le temps, c'est aussi préparer tout le monde à la suite, quoi, à imaginer. Et ça, c'est déjà imaginer dans imaginer, quoi. Enfin, je veux dire, mais... c'est pas... Donc sur le volet de la prévention, de la prise de conscience collective, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public, s'il vous plaît? Oui, monsieur. On arrive avec un micro. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant de prendre la parole? Merci. Et bonjour, donc commandant Perrault, donc chef du service risque industriel du service d'incendie départemental donc de Seine-Maritime. C'est plutôt une remarque en fait, du coup comme il y a les représentants de la DGPR. Il y a beaucoup de projets qui vont arriver donc sur la zone, on va dire l'arrondissement du Havre, industriel, sur des zones qui sont au niveau de la Seine. Et donc on va surélever ces zones-là donc jusqu'à 1 mètre des fois pour justement anticiper les montées. Alors c'est déjà une première chose qui me choque moi. Parce qu'on considère que ces zones-là sont effectivement inondables et qu'on prend en compte une augmentation, ok, et on augmente d'1 mètre en espérant que ça va suffire, alors que ces zones, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'industrie. Autant l'existant, on le subit entre guillemets, mais sur des projets neufs à gros enjeux financiers, je suis un peu surpris. Et aussi, ce sont des projets qui consomment énormément d'énergie électrique. Donc du coup, il y a des projets pour alimenter avec davantage d'électricité. Alors que lors d'une crise avec un événement naturel, inondation, vent ou forte chaleur, on aura un problème électrique. Il y a des plans qui existent de délestage avec des sites prioritaires pour répondre aux questions. Il y a des sites prioritaires qui existent, qui sont définis, un service d'urgence, hôpitaux, autres, industrie, à risque. Mais c'est vraiment lié, donc c'est plus d'énergie électrique, alors qu'on sait qu'il y aura des événements naturels qui vont avoir un impact sur l'énergie électrique et du coup des effets dominos sur l'industrie. Je voulais savoir au niveau du ministère comment c'était pris en compte. Alors, qui souhaite répondre? Monsieur, vous souhaitez répondre? Merci. Je vais pas répondre je vais répondre en partie, mais c'est vrai qu'on a sur la partie alimentation électrique, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu du coup avec les tempêtes du mois de novembre 2023 dans le Nord-Pas-de-Calais, où on a eu beaucoup d'événements où effectivement il y a eu des pertes d'utilité électrique de la part d'industriels. Et donc nous, c'est un sujet sur lequel on va travailler l'année prochaine,
justement pour que les industriels ils puissent anticiper voilà, ces pertes d'alimentation électrique et voir comment déjà voir comment ils s'y préparent pour pouvoir anticiper voilà, dans le cas où ça pourrait se produire. Voilà. Oui, Cassandra. Cassandra, tu vois. Le temps. Ah ok, là, c'est bon. Juste dire merci pour votre question. Je pense que c'est c'est extrêmement important de comprendre comment l'évolution actuelle des territoires peut contribuer à aggraver finalement encore potentiellement les risques. C'est pas du tout une question qui est spécifique au Havre. Enfin, donc je vous parlais de Boston. Un des cas qui est vraiment, c'est flagrant. Donc ils sont en train d'aménager tout un quartier, le quartier financier de la ville, sur une zone inondable, sans aucune protection. Alors même les bâtiments doivent être adaptés seulement depuis 2021. Enfin, les nouveaux bâtiments qui sont sortis à partir de 2021 s'adaptent seulement. Donc, pour dire que cette question-là, elle dépasse très largement le cas, les cas français. Et de dire que, alors sans doute, je crois que les réflexions ici, elles sont à l'échelle collective, à l'échelle, et donc vous le disiez, ça peut pas seulement être surélevé chaque site, c'est extrêmement important déjà. Ça pose quand même la question, alors des impacts que ça peut avoir sur les sites autour. Aussi, donc est-ce que ça c'est vraiment pris en compte? C'est aussi une des réflexions à mener. Et puis ensuite, de toute façon, les réponses face à ces risques-là, elles vont forcément être à l'échelle de l'ensemble de la plateforme et elles ne pourront pas être adaptées à chaque site, même si chaque site doit aussi le prendre en compte. Voilà. Merci. Nathalie Chavanis de la ville de Grenoble. C'était pour Madame Rétibaud et Madame Adam pour savoir en amont de vos études ou dans ce cadre-là si vous avez étudié, fait un benchmark de tous les dispositifs d'études comme ça, d'interdépendance, de risques systémiques qui avaient été faits et quelle en était la gouvernance, parce que du coup, moi je me dis qui doit porter ces sujets sur nos territoires. Nous, en tant que ville, effectivement, ça nous inquiète, on ne sait pas par quel bout prendre le truc. Et par contre, les risques peuvent survenir avant les 6 ans de la fin de l'étude de l'INERIS. Et du coup, comment on fera? Et du coup, je voulais savoir aussi si au niveau de la DGPR ou du ministère de l'Intérieur, si ces sujets étaient portés, étudiés, si au niveau des préfectures, il va y avoir des plans hors sec déjà un peu plus étoffés sur certains sujets et puis qui vont aborder ces questions-là. Le lien avec les métropoles, tout ça, c'est vrai que c'est... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la presqu'île de Grenoble. On a beaucoup d'activités à fort enjeu et on a un PPRI DRAC avec un risque de rupture de digue. Donc, on ne savait pas trop comment s'y prendre non plus pour l'évacuation, pour la mise à l'abri. La métropole a pu élaborer un plan d'anticipation gradué qui nous aide bien là-dessus, mais... On voit que c'est une question des interdépendances avec les opérateurs réseau, avec qui réunit énormément d'acteurs et où on n'a pas de gouvernance. Je sais qu'aussi sur notre territoire, le PAPI d'inondation du DRAC veut mener une étude là-dessus. Voilà, donc c'est porté par un aléa, là, le PAPI DRAC. Voilà, on est sur l'aléa inondation. Ça me pose la question de la gouvernance de ces sujets, comment on les étudie, comment on s'en saisit vraiment. Est-ce que ça va arriver ? Alors, à ce stade, pour la gouvernance, oui, j'ai envie de dire que c'est un peu le sujet à partir du moment où on ne met pas tout le monde autour de la table pour réfléchir ensemble à des situations. Donc, c'est pour ça, quand on dit les acteurs, c'est tout le monde, là, pour le coup. C'est même ceux qui ont surtout les acteurs de la prise de décision, mais de la prévention des risques, de la gestion de crise. Enfin, c'est tout le monde qui doit... En fait, il y a que, enfin, c'est ce qu'on pense au sein du projet. C'est exactement la même réflexion qu'on s'est faite nous entre disciplines. On dit même nous, on
on n'a pas la réponse là. Enfin, et on n'aura pas, comme vous le disiez, la réponse dans 3 ans. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir qu'on progresse tous ensemble. Et chacun doit apporter un peu ses compétences, ses outils et ses... Oui, ça pourrait être... dans le... Oui, tout à fait. Trouver un porteur de projet sur le territoire, je tiens au micro. Hein. L'idée, oui, c'était de trouver un porteur de projet sur notre territoire pour mener le même type d'études sur plusieurs années. D'échanger et de partager avec nous aussi, enfin voilà, complètement. Oui, non mais c'est... Muriel Pignon, vous souhaitez réagir également ? Oui, je vais faire ça. Oui, je voulais juste réagir parce que j'entends en fait beaucoup de questionnements et on a abordé un petit peu tout à l'heure, j'ai abordé un petit peu tout à l'heure les sujets de méthode sans finalement rentrer dans le détail. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce petit guide là qui a été mis en place par le MEDEF. Alors là, je vous ai montré l'abstract, mais en fait, c'est un vrai bouquin en A4. Enfin, c'est presque la taille de mon cahier. Qui développe vraiment, qui accompagne en 5 étapes la démarche. Et je voulais réagir également à ce que vous disiez tout à l'heure, la prise de conscience, le comprendre. Il y a ce bouquin-là, mais il y a d'autres ateliers, d'autres organismes. Et la première étape, en général, c'est justement d'essayer de faire accepter l'inacceptable. Et souvent, il y a alors, entre autres, il y a un autre organisme qui est référencé d'ailleurs dans ce petit bouquin qui s'appelle les ateliers de l'adaptation au changement climatique. Et il commence, c'est très très bien fait, par repartir des données du GIEC avec des choses simples mais factuelles. Je vais vous dire, il y a quelques mois, je n'étais pas encore une passionnée de l'adaptation au changement climatique, mais simplement d'assister à 1 ou 2 sessions de ces ateliers, et ben vous vous dites « Ah oui, quand même !» Donc il y a déjà cette prise de conscience. C'est vraiment, tant qu'on n'a pas passé cette étape-là, on peut difficilement aller plus loin. Donc comprendre, former les gens. Et puis, en effet, après, sur l'approche vulnérabilité, par exemple, là aussi, il y a des méthodes, c'est systématique. On dit, ben voilà, vous êtes dans tel site, est-ce que vous êtes potentiellement exposé à des problèmes de feux de forêt ? Bon, ben, vous n'êtes pas du tout, il n'y a pas de forêt aux alentours, donc c'est non. Les risques submersion, tiens, on est au bord de la mer, oui, bien sûr. Et il va falloir, mais alors, il y a des démarches, est-ce qu'on est concerné ou pas, l'intensité, et donc il y a des méthodes. Ça existe et il faut pas hésiter à s'appuyer dessus. Et alors, je vais finir, c'est gratuit, c'est public, il suffit de se connecter au site du MEDEF et vous pouvez télécharger le guide. Et vous avez pas mal de références avec d'autres organismes qui peuvent vous accompagner. Je dis ça à l'intention des territoires, des localités. Et pour finir là-dessus, et ces démarches, ça va être en poupée russe. C'est-à-dire qu'il va y avoir chacun des acteurs, en tant qu'acteur individuel, qui va devoir mener ces approches-là. Mais en effet, après, il va y avoir un deuxième travail qui va être de dire, voilà, j'ai identifié mes problématiques, mes risques, mes enjeux. Mais pour construire les solutions, c'est là qu'on va on va mettre au pot commun le travail individuel par série d'acteurs, puis le territoire, et ça va avancer, ça va être une démarche quand même un petit peu récurrente qui va s'installer. Et alors, je vois que j'ai une collègue qui voulait réagir. Alors, je suis désolée, on va plus pouvoir prendre de questions. Vous citiez donc les ateliers de l'adaptation au changement climatique. On va devoir clore cette table ronde. Alors, une phrase, un mot, peut-être pour, si vous souhaitez clore, dire une dernière chose rapidement. Karine Adam, Aurélie Barrère. Je dirais collectif. En un mot, parfait. Un autre mot, une phrase. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour le public d'avoir été attentif. Aurélie Barrère, Karine Adam, Muriel Pignon, Sophie Leclef et Cassandre Rey-Thibault. Merci. Bonne fin d'après-midi à vous.